Alors que la domestique se penchait vers son patron mafieux au beau milieu de sa réunion la plus cruciale, elle murmura « Tais-toi, quelqu'un écoute ». Elle savait pertinemment que ce geste audacieux pourrait lui valoir la mort. Pourtant, ces 3 mots, prononcés à voix basse, allaient révéler un traître, terrasser les ennemis de l'homme le plus puissant de la ville, et transformer cette aide discrète en la personne la plus digne de sa confiance. Clara Reyes avait assimilé 3 règles de survie en 2 mois passés à travailler dans la demeure des Duca. Baisser les yeux, tenir sa langue et surtout ne jamais interrompre le patron en réunion. Or, ce soir-là, elle s'apprêtait à transgresser les 3. La pendule du hall sonna minuit, tandis qu'elle tenait en équilibre un plateau d'argent devant le bureau privé de Lorenzo De Luca. À travers la porte massive en chêne, des voix tendues, pressantes, filtrèrent jusqu'à elle, faisant hérisser les poils de ses bras. Elle avait été appelée pour rafraîchir les boissons, ce qui impliquait de se faufiler silencieusement, d'accomplir sa tâche, puis de redevenir invisible. Elle entrebâilla la porte. Le bureau était saturé d'une épaisse fumée de cigares et d'une tension palpable. 6 hommes se tenaient autour de la table, en acajou, le cercle intime de Lorenzo, ceux qui réglaient toutes les affaires, des docks au centre-ville de Chicago. Lorenzo lui-même, impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite malgré l'heure tardive, était assis en bout de table, ses yeux sombres et vifs, fixés sur une carte étalée. « Le territoire au nord est vulnérable », articulait Lorenzo, sa voix lisse mais empreinte d'une froide détermination. « L'équipe de Russo est à bout après la descente du mois dernier. Nous intervenons avec 3 équipes. » Clara progressa le long du mur telle une ombre, telle qu'on le lui avait appris. Remplir les verres, éviter tout contact visuel, ne pas prêter attention aux mots qui pourraient vous coûter la vie. Mais c'est alors qu'elle l'entendit. Clic, clic, clic. Un son faible, mécanique et régulier, provenant derrière la moulure murale ornée, près du fauteuil de Lorenzo. Elle avait dépoussiéré cet endroit précis l'après-midi même, et remarqué que la plainte était légèrement lâche. À ce moment-là, elle avait songé à en informer l'entretien. Mais à présent, au milieu de la nuit, alors que Lorenzo discutait de conquêtes territoriales et de pots de vin, ce cliquetis prenait une toute autre signification. Le cœur de Clara battait la chamade dans sa poitrine. Elle avait grandi dans les quartiers les plus rudes du South Side, où l'on apprenait à identifier le danger sous toutes ses formes. Son frère aîné avait purgé une peine pour avoir fréquenté la mauvaise compagnie. Et avant qu'il ne soit tué lors d'un règlement de compte, il lui avait enseigné des choses, des réflexes de survie, des leçons de la rue. L'une de ces choses était le bruit d'un appareil d'écoute en pleine transmission. Clic, clic, clic. Elle posa la carafe en cristal d'une main tremblante. Lorenzo continuait de parler, détaillant le plan d'attaque, nommant des individus, mentionnant des sommes qui lui donnaient le vertige. Chaque mot s'échappait par ce mur, vers on ne savait quelles oreilles. Les hommes autour de la table étaient absorbés par la discussion. L'un d'eux, Poli Marchetti, le bras droit de Lorenzo, argumentait sur le calendrier. Un autre marquait des positions sur la carte. Personne ne prêtait attention à la domestique. Clara observa Lorenzo, le regarda vraiment pour la première fois depuis qu'elle travaillait ici. Il n'avait que 34 ans, jeune pour un homme aux mains ensanglantées, avec des traits italiens sombres et un visage capable de charmer ou de terrifier selon son humeur. À cet instant précis, ce visage était concentré, intense, ignorant totalement que tout ce qu'il disait était enregistré. « Il te tuera si tu l'interromps », chuchota une voix dans sa tête. « Il croira que c'est toi qui l'as dissimulé. » Mais une autre voix, celle de son frère il y a des années, transperça sa peur. « Si tu vois quelque chose d'anormal, dis-le, le silence tue. » Clara prit sa décision. Elle se dirigea vers le fauteuil de Lorenzo. Ses jambes la portaient en avant, même si elles semblaient faites d'eau. Elle saisit son verre vide, se penchant suffisamment près pour percevoir le parfum de son coûteux parfum mêlé à la fumée de cigare. Et puis, elle chuchota directement à son oreille, si doucement que lui seul put l'entendre. « Tais-toi, quelqu'un écoute. » Ces mots, et rien d'autre, furent le catalyseur d'un changement radical. Le corps de Lorenzo se raidit l'espace d'une fraction de seconde, si brève que quiconque ne l'observant pas attentivement l'aurait manqué. Mais Clara le sentit la violence contenue en lui se crisper davantage. Sa main posée sur la table se referma en un point. Puis, tel un acteur aguerri, il lissa son expression. Son sourire réapparut, facile et charismatique. Il saisit son verre rempli et but une gorgée, ses yeux ne quittant jamais Clara. « Messieurs, dit-il, sa voix soudain plus légère, presque joviale. Il est tard et nous avons suffisamment progressé pour ce soir. Poli, tu coordonneras avec les équipes demain. Marco,
Fais-moi parvenir les manifestes d'expédition avant midi. Nous nous reverrons dans 48 heures. Les hommes semblèrent déconcertés. Polly fronça les sourcils. Patron, nous n'avons pas terminé de discuter de ça. Demain. Lorenzo l'interrompit avec fluidité, se levant. J'ai une réunion matinale avec le conseiller municipal. Je ne peux pas le laisser penser que je ne suis pas un homme d'affaires respectable. La blague tomba à plat, mais les hommes comprirent que c'était un renvoi. Ils rassemblèrent leurs papiers, leurs téléphones, leurs cigares inachevés. En l'espace de 3 minutes, le bureau fut vide, à l'exception de Lorenzo et Clara. La porte se referma d'un clic. Clara resta figée contre le mur, le plateau d'argent serré à s'en blanchir les jointures. Lorenzo n'avait pas bougé de sa position à la table. Il fixait le panneau mural d'où provenait le cliquetis, sa mâchoire contractée. Quand il se tourna enfin vers elle, ses yeux étaient des éclats de glace noire. « Montrez-moi », dit-il calmement. La bouche de Clara s'assécha. Elle déposa le plateau et s'approcha du mur, les jambes tremblantes. Elle s'agenouilla, désignant la plainte moulurée près de son fauteuil. « Là, » chuchota-t-elle, « derrière ce panneau, ça fait clic. Je l'ai aussi entendu cet après-midi, mais je pensais... Je n'ai pas réalisé. » Lorenzo s'accroupit à ses côtés, l'oreille près du mur. Pendant un long instant, le seul son fut le tic-tac de la pendule et la respiration rapide de Clara. Puis, elle le vit. Le léger plissement autour des yeux de Lorenzo, la façon dont sa mâchoire se resserra. Il l'avait entendu, lui aussi. Il se leva brusquement et sortit son téléphone, tapant quelque chose rapidement. Puis, il regarda Clara. La regarda vraiment pour la première fois, depuis qu'elle travaillait dans sa maison. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Clara Reyes, monsieur. Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Clara ?»« 2 mois, monsieur. » Il étudia son visage, comme s'il cherchait à en mémoriser chaque trait. « Ne quittez pas cette pièce. Ne dites pas un mot à qui que ce soit de ce que vous avez entendu ce soir, ni à mes hommes, ni au reste du personnel, pas même à votre propre famille. Comprenez-vous » Clara hocha la tête, sa gorge trop serrée pour parler. « Bien. » L'expression de Lorenzo s'adoucit presque imperceptiblement. « Parce que vous venez peut-être de me sauver la vie. » 20 minutes plus tard, un homme arriva, ne ressemblant en rien à l'entourage habituel de Lorenzo. Marcus Webb, âgé d'une 40aine d'années, mince et nerveux, portait un jean et un sweat à capuche délavé de l'université Northwestern. Il tenait un sac à dos usé et affichait l'air distrait d'un professeur d'université. Clara, toujours nerveusement postée près de la bibliothèque où Lorenzo lui avait demandé d'attendre, n'aurait jamais deviné que cet homme sans prétention était l'un des experts en sécurité technologique les plus recherchés du Midwest. « Marcus » le salua Lorenzo d'une poignée de main brève. « Merci d'être venu si vite, vous avez dit que c'était urgent. » Les yeux de Marcus parcoururent la pièce avec une évaluation professionnelle. « Où » Lorenzo désigna le panneau mural. « Ma femme de chambre a entendu quelque chose, un clic, rythmique. » Marcus ne perdit pas de temps à poser des questions. Il posa son sac à dos et en sortit ce qui ressemblait à une tablette modifiée, avec d'étranges accessoires. Clara regardait, fascinée malgré sa peur. Tandis qu'il avançait lentement le long du mur, tenant l'appareil sous différents angles, une lumière verte sur l'écran pulsait régulièrement. Puis, elle devint rouge. « Fils de... » Marcus haleta. Il s'agenouilla près de la plainte, sortant une petite trousse à outils. « Lorenzo, éteignez votre téléphone, maintenant. » Lorenzo éteignit son téléphone, sans hésitation. Si grave? Pire, Marcus travaillait déjà sur le panneau, le délogeant avec précaution grâce à des outils spécialisés presque chirurgicaux. Cet engin émet. La transmission active dure depuis... Il vérifia sa tablette. Au moins 6 heures, peut-être plus. L'estomac de Clara se contracta. 6 heures, cela signifiait que l'appareil fonctionnait pendant toute la réunion à laquelle elle venait d'assister. Le panneau se détacha et Marcus atteignit soigneusement la cavité derrière celui-ci. Quand il retira sa main, il tenait un petit objet, de la taille d'une boîte d'allumettes, couvert de minuscules circuits imprimés et de ce qui ressemblait à une antenne miniature. « Jésus-Christ » marmonna Lorenzo, se penchant. Marcus posa l'appareil sur la table, avec une extrême délicatesse, comme s'il pouvait exploser. Il sortit de son sac un petit brouilleur de signal et l'activa. Un léger bourdonnement emplit la pièce. « C'est bon, nous sommes dans le noir maintenant. Rien n'entre ni ne sort de cette pièce électroniquement. » Il étudia l'appareil sous une loupe, prenant des photographies sous différents angles. Clara s'approcha discrètement, incapable de se retenir. De près, l'objet semblait incroyablement complexe, un cauchemar de technologie miniaturisée. « Parle-moi, Marcus, » dit Lorenzo calmement. Sa voix était posée, mais Clara distinguait la blancheur de ses phalanges
tandis qu'il serrait le dossier d'une chaise. Équipement de surveillance de qualité militaire. Marcus désigna un composant spécifique avec un stylo. Vous voyez cette puce? C'est une technologie de transmission cryptée, niveau gouvernemental, NSA, FBI, peut-être CIA. Et ceci, ici, il indiqua l'antenne, a une portée d'environ 5 miles avec une capacité de relais. Celui qui écoute n'a pas besoin d'être proche. Pouvez-vous tracer le signal? J'y travaille déjà. Marcus sortit un ordinateur portable et le connecta à sa tablette avec un câble spécialisé. Ses doigts volèrent sur le clavier. La fréquence de transmission est... Attendez. Encore des frappes. Compris. Ils utilisent une bande passante civile, mais le cryptage est militaire. Malin, ça n'apparaîtrait pas lors de balayage anti-espionnage standard. La mâchoire de Lorenzo se serra. Depuis combien de temps est-ce cela? Marcus examina l'appareil plus attentivement, observant les traces de poussière et l'oxydation sur les circuits. Au vu de la fragilité de l'environnement, je dirais au minimum 3 semaines, peut-être plus, chuchota Lorenzo. 3 semaines. Clara vit le teint olivâtre de Lorenzo blêmir. 3 semaines de confidence, de réunions stratégiques, d'échanges téléphoniques. 3 semaines d'exposition totale. Qui pourrait être l'auteur de cela? S'interrogea Lorenzo. Qui possède un tel arsenal technologique? Vos adversaires, cela va de soi, répliqua Marcus sans lever les yeux de son ordinateur portable. Mais nous sommes loin du matériel de rue, ce n'est même pas d'une envergure mafieuse. Quelqu'un doté de ressources considérables a si infiltré votre esprit. Soit il dispose de connexions gouvernementales, soit il a déboursé une fortune à qui en possède. Clara retrouva sa voix, se surprenant elle-même. Se pourrait-il que, je veux dire, la police aurait besoin d'un mandat, non? Marcus l'interrompit, sans rudesse. S'ils avaient un mandat, ils mettraient ce lieu à sac, au lieu d'écouter discrètement. Non, c'est l'œuvre du secteur privé, quelqu'un avide d'informations, mais incapable d'utiliser les voies officielles. Des familles rivales, murmura Lorenzo, plus à lui-même qu'à eux. Les Russes se sont immiscés sur notre territoire. Les Russos, eux, sont restés silencieux depuis que nous avons touché à leurs opérations. Il s'interrompit, le visage assombri. Ils ont tout entendu. Le poids de cette révélation planait dans l'air, suffocant comme la fumée. Clara repensa aux réunions qu'elle avait interrompues ce soir-là, les discussions sur les territoires vulnérables, les plans de raid, les noms de fonctionnaires corrompus, tout cela enregistré, transmis, analysé par l'entité à l'autre bout de ce signal numérique. « Pouvez-vous les localiser » demanda Lorenzo, sa voix empreinte de danger. L'ordinateur de Marcus émit un bip. Il examina l'écran, zoomant sur ce qui semblait être une carte de Chicago. Les signaux sont reçus ici. Il désigna un point dans le centre-ville. Un immeuble de grande hauteur sur North Michigan Avenue. Un bien immobilier de luxe. Je peux vous donner l'unité exacte, mais il faudra quelques heures pour affiner la recherche. « Faites-le » ordonna Lorenzo. Il se tourna vers Clara, et elle recula instinctivement. Mais son expression n'était pas colérique, elle était calculatrice. « Clara, je dois savoir exactement quand vous avez entendu ce cliquetis pour la première fois. »« Cet après-midi, monsieur, vers 15 heures. J'étais en train de faire la poussière, et je l'ai entendu, mais c'était discret. Alors j'ai pensé que c'était peut-être des tuyaux ou quelque chose dans le mur. Et vous n'en avez parlé à personne? Non, monsieur. J'allais en informer l'entretien demain, mais... » Sa voix défaillit. Lorenzo hocha lentement la tête. « Cela pourrait nous avoir épargnés. Si vous l'aviez signalé par les voies normales, quelqu'un aurait pu les alerter de nos soupçons. » Il marqua une pause. « Combien de personnes savent ce que vous l'avez entendu? »« Seul vous et monsieur Webb, monsieur. »« Fort bien, cela restera ainsi. » Il se tourna de nouveau vers Marcus. « Je veux une fouille complète de cette maison. Chaque pièce, chaque ligne téléphonique, chaque ordinateur. S'il y a un micro, il pourrait y en avoir d'autres. » Marcus rangeait déjà son équipement. « J'aurai besoin de toute mon équipe pour cela. Cela prendra toute la nuit. »« Qu'ils viennent, » déclara Lorenzo avec fermeté. « Et Marcus, que personne n'en entende parler. Ni votre équipe, ni votre femme, ni votre prêtre. Cette information peut déclencher une guerre. » Alors que Marcus se dirigeait vers la porte, il s'arrêta et jeta un coup d'œil à Clara. « Vous avez de bonnes oreilles, mademoiselle. Mieux que mon équipement à 50 000 $ américains. 50 000 $. Ce cliquetis, la plupart des gens ne l'auraient jamais remarqué. » Après son départ, Clara resta seule avec Lorenzo dans le bureau. L'appareil reposait sur la table entre eux, sombre et silencieux, derrière le brouilleur de Marcus. Pourtant, il semblait toujours les observer, toujours les écouter. Lorenzo se servit un whisky, sa main ferme malgré tout. « Vous devriez rentrer chez vous, Clara. Reposez-vous.
Demain, tout reprendra son cours normal. Vous ferez votre travail. Je ferai le mien. Personne ne doit savoir que quoi que ce soit a changé. Oui, monsieur. Clara se dirigea vers la porte, puis hésita. Monsieur Ducas, qui pensez-vous a fait cela? Lorenzo fixa le micro, son expression impénétrable. Quelqu'un qui vient de commettre une très grave erreur. Le lendemain matin, Clara arriva au manoir à 6 heures du matin. 6 heures, comme à l'accoutumée, l'estomac noué. Elle avait à peine dormi, revivant la nuit précédente encore et encore. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait ce minuscule appareil sur la table de Lorenzo. Imaginant des signaux invisibles transportant des secrets mortels dans l'air, elle s'attendait au chaos, à des descentes du FBI, à des corps dans la cour, à quelque chose de dramatique. Au lieu de cela, elle trouva le manoir exactement comme elle l'avait laissé. Le soleil matinal filtrait par les grandes fenêtres. Les autres femmes de chambre étaient déjà au travail, bavardant sur une émission de télé-réalité en polissant l'argenterie. Le chef fredonnait en préparant le petit déjeuner. Tout était d'une normalité déconcertante. Clara noua son tablier, les mains tremblantes, et commença sa tournée, dépoussiérant le couloir de l'étage. Par une porte ouverte, elle aperçut Lorenzo dans son bureau au téléphone, riant d'une chose ou l'autre. Il semblait détendu, presque insouciant, dans sa chemise blanche impeccable et son pantalon bleu marine. Cela n'avait aucun sens. Vers 9 heures, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque du 2e étage, Polly Marchetti apparut dans l'embrasure de la porte. L'homme de confiance de Lorenzo était bâti comme un ours, avec des bras épais et un visage qui avait vu trop de bagarres. Il avait toujours rendu Clara nerveuse. « Le patron veut vous voir », dit Polly d'une voix rauque. « Dans le bureau privé, maintenant. » Le cœur de Clara battait la chamade, tandis qu'elle le suivait dans les escaliers. Polly ne parla pas, ne la regarda même pas. Quand ils arrivèrent au bureau, il frappa 2 fois et ouvrit la porte, lui faisant signe d'entrer seul. Lorenzo était assis derrière son bureau en acajou. Marcus Webb se tenait près de la fenêtre, et à côté de lui se trouvait un homme que Clara reconnut, Tony Greco, chef de la sécurité de Lorenzo, un ancien marine aux yeux gris froids et réputé pour sa loyauté absolue. 3 personnes, exactement comme Lorenzo l'avait dit la nuit dernière. « Asseyez-vous, Clara », dit Lorenzo en désignant une chaise en face de son bureau. Son ton était professionnel, mais pas désobligeant. Elle s'assit, les mains fermement jointes sur ses genoux. Marcus a terminé le balayage à 4 heures du matin. 4 heures. Ce matin, commença Lorenzo. Tu veux lui dire ce que tu as trouvé? Marcus semblait épuisé, des cernes sombres sous les yeux. 2 autres appareils, l'un dans le boîtier de jonction téléphonique du couloir principal, qui redirige tous les appels fixes, un autre dans la voiture de Lorenzo. Celui-ci retraçait ses déplacements et enregistrait les conversations. Il afficha des images sur sa tablette, montrant à Clara de nouvelles cartes de circuit imprimées cauchemardesques. Même équipement de qualité militaire, même fréquence de transmission. Quelqu'un a investi des sommes considérables dans cette opération. Clara se sentait mal. L'invasion était pire encore qu'elle ne l'avait imaginé. « Voici ce que nous allons faire, » dit Lorenzo en se penchant en avant. « Rien. » Clara cligna des yeux. « Monsieur, nous n'allons pas retirer les micros, nous n'allons pas modifier les protocoles de sécurité, nous n'allons en aucun cas agir de manière suspecte. » Les yeux sombres de Lorenzo retinrent les siens, pour autant que quiconque sache, et je dis bien quiconque, y compris mes propres hommes, la réunion d'hier soir s'est terminée tôt parce que j'étais fatigué. Rien de plus. « Je ne comprends pas, » dit Clara avec prudence. Tony Greco prit la parole pour la première fois, sa voix râpeuse. Quiconque a posé ses micros est à l'affût d'une réaction. Si nous renforçons soudainement la sécurité, cherchons d'autres appareils, changeons nos habitudes, ils sauront que nous les avons trouvés. Ils se retireront alors, ou accéléreront ce qu'ils prévoient. Mais ils écoutent tout, protesta Clara. Exactement. Un mince sourire traversa le visage de Lorenzo. Et c'est ce qui causera leur perte. Marcus a localisé la transmission vers un appartement sur North Michigan Avenue, unité 4207-407. Il est enregistré sous une société écran. Il nous a fallu la moitié de la nuit pour éplucher les papiers, mais nous avons trouvé le lien. Devinez qui possède cette société écran? Clara secoua la tête. Une holding liée à la famille Volkov. Le sourire de Lorenzo devint froid. Les Russes. Ils essaient de s'introduire sur notre territoire depuis 2 ans, et nous les avons bloqués à chaque tournant. C'est ainsi qu'ils ont toujours eu une longueur d'avance. Ils ont écouté nos stratégies. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Clara. Alors, si vous les laissez continuer à écouter, nous contrôlons ce qu'ils entendent, compléta Lorenzo.
Nous leur fournissons exactement ce que nous voulons qu'ils sachent. De fausses informations, de faux plans, un appât auquel ils ne pourront résister. Et pendant qu'ils courent après des fantômes, nous découvrirons qui, au sein de mon opération, les a aidés à installer ces micros en premier lieu. Un frisson parcourut l'échine de Clara. Vous pensez que quelqu'un ici vous a trahi? Ces appareils ne se sont pas installés tout seuls, dit Tony Greco d'un ton sec. Quelqu'un avait accès à cette maison, à la voiture de Lorenzo, à nos systèmes de sécurité. Soit nous avons une taupe, soit quelqu'un a été suffisamment négligent pour laisser un agent ennemi s'infiltrer. C'est pourquoi, poursuivit Lorenzo, seules 4 personnes sont au courant de cela. Moi, Marcus, Tony et vous. Ni Polly, ni mon cousin Frankie, ni même mes conseillers. Personne. Moins il y a de personnes qui le savent, plus il est facile de repérer les comportements inhabituels. « Que voulez-vous que je fasse » demanda Clara. « Votre travail, exactement comme vous l'avez toujours fait. » L'expression de Lorenzo s'adoucit légèrement. « Je sais que c'est beaucoup à demander à quelqu'un qui n'est venu ici que pour nettoyer des maisons et payer son loyer. Mais vous avez prouvé que vous avez de bons instincts et que vous savez garder votre bouche fermée. Ce sont des qualités rares. » Marcus sortit un petit appareil de la taille d'un porte-clés. « Si vous entendez ou voyez quelque chose de suspect, et je dis bien tout ce qui vous semble étrange, appuyez sur ce bouton. Il enverra une alerte silencieuse à nos 3 téléphones. Pas de nom, pas de détails, juste une alerte. Nous nous en occuperons. » Clara prit l'appareil, sentant son poids dans sa paume. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait. « Une dernière chose, » dit Lorenzo. « Dans quelques heures, je vais organiser une autre réunion dans ce même bureau, les mêmes hommes, le même sujet. Mais cette fois, tout ce que je dirai sera un mensonge. Nous allons tester le système, voir si les Russes mordent à l'hameçon. J'ai besoin que vous soyez là, servez les boissons, agissez comme si tout était normal. Pouvez-vous faire cela ?» Clara pensa à son frère, mort à 26 ans, parce qu'il avait choisi la loyauté envers les mauvaises personnes. Elle pensa à sa mère qui cumulait 2 emplois pour les nourrir après son décès. Elle pensa à la façon dont elle avait travaillé dur pour rester loin des rues, pour se construire une vie décente. Et voilà qu'elle était assise dans le bureau d'un chef de la mafia, recruté pour une sorte d'opération de contre-espionnage. « Je peux le faire, » dit-elle doucement. Lorenzo la fixa un long instant, puis hocha la tête. « Excellent, Tony vous expliquera les points à surveiller. » Et Clara, son regard s'attarda sur le sien jusqu'à ce qu'elle le retienne. « Merci. La plupart des gens auraient continué leur chemin hier soir. Pas vous. » Clara confia. « Mon frère disait toujours, le silence tue. » Lorenzo répondit, « C'était un homme intelligent, votre frère. »« Il est mort, » lâcha Clara. L'expression de Lorenzo fugacement trahie, peut-être, le respect ou la reconnaissance. Alors, assurons-nous que sa sœur ne finisse pas de la même manière. D'accord ? Parfaitement clair, monsieur. En quittant le bureau, le petit dispositif d'alerte pesant dans la poche de son tablier, Clara réalisa qu'elle avait franchi une ligne de non-retour. Elle n'était plus seulement une femme de chambre. Elle était devenue une pionnière dans une partie pleine de périls. Dès midi, une tension silencieuse planait sur la demeure. Clara l'aperçut d'abord dans la cuisine, où le personnel avait coutume de prendre son déjeuner. Maria, la gouvernante, chuchotait au chef son étonnement face à la fin abrupte de la réunion de M. Ducas la veille. « Il ne les écourte jamais, » murmura Maria, jetant des regards anxieux autour d'elle. Il s'est sûrement passé quelque chose. Clara, la tête basse, dégustait son sandwich en silence, le cœur battant la chamade. La paranoïa se propageait plus vite qu'elle ne l'avait anticipé. Dans le couloir principal, elle entendit 2 subordonnés de Lorenzo converser à voix basse. « Le patron semblait bizarre hier soir, » dit l'un. « Il nous a tous renvoyés comme si la maison était en feu. Mon cousin Vinny dit, peut-être que les fédéraux rôdent, prêts à agir. »« Non, s'ils étaient là, ils auraient déjà défoncé la porte, » répliqua l'autre. « C'est autre chose, quelque chose d'interne. » Ce mot, interne, resta suspendu dans l'air, tel un poison. Clara circulait dans la maison avec ses ustensiles de nettoyage, aussi imperceptibles qu'à l'accoutumée. Cependant, une nouvelle acuité se manifestait dans son écoute. Chaque discussion, chaque coup d'œil inquiet, chaque appel téléphonique chuchoté lui livrait de précieuses informations. Elle n'avait jamais réalisé à quel point les gens se dévoilent en croyant leur personnel inaudible. Vers 14 heures, alors qu'elle astiquait la rampe près du bureau de Lorenzo, des voix s'élevèrent de l'intérieur. À travers la porte légèrement entr'ouverte, elle aperçut Polly Marchetti arpentant la pièce, sa nuque épaisse rouge de contrariété. « Patron, les hommes posent des questions, » disait Polly.
Ils ne comprennent pas pourquoi vous avez interrompu la réunion. Certains pensent que vous avez eu des doutes concernant l'opération au nord. Qu'ils peignent ce qu'ils veulent, répondit Lorenzo, d'une voix calme, presque amusée. Un peu d'incertitude pousse chacun à la vigilance. Vigilance ou paranoïa, Polly cessa de faire les 100 pas. Joey Bats prétend que quelqu'un vous a prévenu de la fuite du plan. Frankie, lui, pense que vous avez été alerté par l'un de vos contacts à la mairie. Même Marco, d'ordinaire inébranlable, est tendu. Marco est toujours tendu, c'est pourquoi il gère l'argent. Les comptables paranoïaques font moins d'erreurs, répondit Lorenzo. Clara percevait l'exaspération dans le soupir de Polly. Lorenzo, je vous accompagne depuis 8 années, depuis que vous avez succédé à votre père. Si un problème se présente, vous pouvez me le confier. Un long silence s'installa. Clara retint sa respiration, immobile. Polly, vous savez que je vous fais confiance, finit par dire Lorenzo. Mais en ce moment, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Maintenez le calme parmi les hommes. Dites-leur que l'opération du côté nord est toujours d'actualité. Nous nous contentons d'affiner l'approche. Assurez-vous que chacun reste concentré sur son travail, pas sur des rumeurs. Et s'ils persistent à poser des questions, rappelez-leur ce qui arrive à ceux qui remettent en question mes décisions. La menace dans la voix de Lorenzo était discrète mais indubitable. Même Polly, son bras droit des plus loyaux, n'était pas mis au courant de la vérité. Clara éprouva un curieux mélange de crainte et d'un autre sentiment. Était-ce de la fierté? Lorenzo lui faisait confiance, elle, une simple gouvernante, lui confiant des informations qu'il ne partageait pas avec des hommes qui l'accompagnaient depuis des années. Lorsque Polly partit, l'air soucieux, Clara reprit rapidement son asticage, mais elle n'avait fait que quelques pas quand Lorenzo l'interpella. « Clara, un instant. » Elle entra dans le bureau, refermant la porte derrière elle, tandis qu'il lui faisait signe. Lorenzo, debout près de son bureau, contemplait le parc impeccablement entretenu par la fenêtre. « Vous l'entendez aussi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il sans se retourner. Les murmures. « Oui, monsieur, tout le monde est nerveux. » Bien, il se tourna vers elle, son expression révélant une pensée calculatrice. La paranoïa est constructive, elle pousse les gens à se dévoiler. Observez qui pose le plus de questions, observez qui cherche à rassurer tout le monde, observez qui reste silencieux alors qu'il s'exprime habituellement. Clara hocha la tête, gravant ces paroles dans sa mémoire. « Tony va vous donner une liste de noms, » poursuivit Lorenzo. « Des personnes qui ont eu accès à cette maison au cours du dernier mois. Entrepreneurs, livreurs, nouveaux personnels. Je veux que vous l'examiniez. Dites-moi si quelqu'un se démarque. Parfois, les petits détails comptent. Un visage qui ne correspond pas, quelqu'un qui a posé trop de questions, quelque chose d'inhabituel. Je ferai de mon mieux, monsieur. » Le téléphone de Lorenzo vibra. Il y jeta un coup d'œil et sourit froidement. Marcus vient de confirmer que l'appartement est toujours actif. Ils écoutent toujours, enregistrent toujours, ce qui signifie qu'ils n'ont aucune idée que nous les avons découverts. Il regarda Clara. « Ce soir, nous leur donnerons de quoi écouter. Réunion à 20h. Vous y serez. »« Oui, monsieur. » En quittant le bureau, Clara faillit entrer en collision avec Frankie Ducas, le cousin de Lorenzo et le conciliaire de la famille. Frankie, la cinquantaine, aux cheveux argentés et au regard perçant, portait un costume coûteux qui ne parvenait pas à dissimuler sa carrure forgée en prison. « Attention, ma belle, » dit Frankie, l'examinant d'une main, mais ses yeux scrutaient son visage avec une intensité dérangeante. « Vous êtes Clara, n'est-ce pas, la nouvelle recrue ?»« Oui, monsieur. » « Lorenzo vous fait souvent venir dans son bureau aujourd'hui. » Cette remarque, plus qu'une question, laissait planer une implication. Clara sentit ses paumes devenir moites. « Simplement pour discuter de questions domestiques, monsieur. Quelques articles à remplacer. » Le sourire de Frankie n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, des questions domestiques. » Il lui tapota l'épaule, un geste qui lui parut plus menaçant qu'amical. « Vous faites du bon travail ici, Clara. Continuez comme ça. » Elle le regarda s'éloigner, le cœur battant. S'agissait-il d'une conversation innocente, ou Frankie cherchait-il des informations? Était-il méfiant de son accès soudain à Lorenzo? Ou était-il du genre à se méfier de tout? Clara retrouva Tony Greco dans le bureau de la sécurité, une pièce exiguë garnie de moniteurs affichant divers angles des alentours du manoir. Il lui tendit un dossier en papier craft sans mot dire. « Ce sont tous les entrepreneurs et prestataires qui sont venus ici au cours des 6 dernières semaines, » expliqua Tony. « Examinez-le ce soir. Si des noms ou des visages vous interpellent, faites-le nous savoir. » Clara prit le dossier en sentant le poids. À l'intérieur, des dizaines de noms, de photos, de vérifications d'antécédents. N'importe laquelle de ces personnes aurait pu installer les micros. Ou peut-être était-ce quelqu'un qui ne figurait pas sur la liste. Un individu qui aurait franchi les mailles du filet, même de la sécurité méticuleuse de Tony. Encore une chose,
ajouta Tony, ses yeux gris perçant les siens. Frankie m'a demandé pourquoi vous rencontriez le patron. Je lui ai dit que Lorenzo envisageait de vous promouvoir au poste de gouvernante principale, que vous étiez en cours de sélection. Cela satisfait-il votre curiosité? Il a demandé après moi. Frankie s'intéresse à tout. C'est son rôle d'être méfiant, de protéger les intérêts de Lorenzo. Ne le prenez pas personnellement. Tony se pencha en arrière dans sa chaise. Mais soyez prudente. Frankie est malin. S'il pense que quelque chose cloche, il creusera jusqu'à ce qu'il trouve la vérité. Clara quitta le bureau de la sécurité, un dossier dissimulé sous ses produits d'entretien. Tandis qu'elle arpentait les couloirs du manoir, des regards pesaient sur elle, réels ou imaginaires. Elle ne pouvait plus le discerner. La maison était devenue une prison de suspicion, et elle, une proie prise au piège au milieu de prédateurs qui tournaient en rond, cherchant à découvrir lequel d'entre eux les avait trahis. Et quelque part, dans un luxueux appartement du centre-ville, quelqu'un écoutait chaque mot, élaborant ses propres stratagèmes. Le service de Clara se terminait à 16h, mais elle s'attarda jusqu'à près de 17h, épluchant les dossiers des entrepreneurs dans une chambre d'amis inoccupée. Les visages se confondaient. Électriciens, plombiers, une équipe de laveurs de vitres, l'équipe qui avait installé de nouvelles caméras de sécurité 3 semaines auparavant. 3 semaines, juste au moment où les micros étaient apparus. Elle encercla cette entrée et glissa le dossier dans son sac, se faisant une note mentale d'en parler à Tony ce soir-là. L'air d'octobre était vif, alors qu'elle sortait par l'entrée de service du manoir. Elle serra davantage sa veste légère et s'engagea sur la longue allée menant à l'arrêt de bus sur Ashland Avenue. Le domaine Duca se situait dans la banlieue aisée d'Oak Brook, loin de son appartement exigu de Pilsen. Mais la ligne de bus était fiable et le salaire plus élevé que partout ailleurs où elle avait travaillé. Elle avait fait une vingtaine de pas quand elle remarqua l'escalade noire garée le long de la rue bordée d'arbres, son moteur tournant au ralenti. Rien d'inhabituel dans ce quartier. Les hommes de Lorenzo avaient n'était toujours des véhicules postés autour de la propriété. Mais quelque chose dans la façon dont il était positionné, le capot pointé vers elle, la fit serrer son sac plus fort. Le petit appareil d'alerte que Tony lui avait donné était dans la poche de sa veste. Ses doigts le trouvèrent prêt, mais l'escalade ne bougea pas, et elle était probablement juste paranoïaque. Elle continua de marcher. À l'arrêt de bus, elle vérifia son téléphone. 15 minutes avant l'arrivée du prochain. Quelques autres personnes attendaient à proximité. Une nounou avec une poussette. Un homme âgé lisant un journal. Normal, sûr. Clara essaya de se détendre, mais chaque instinct de survie qu'elle avait développé en grandissant dans le South Side hurlait en elle. « Excusez-moi, mademoiselle. » Elle se retourna et découvrit un homme debout derrière elle. Entre 30 et 40 ans, bien rasé, en costume gris, ses traits neutres ne le feraient pas ressortir dans une foule. Il sourit agréablement, comme quelqu'un sur le point de demander son chemin. « Vous travaillez à la maison Duca, n'est-ce pas » demanda-t-il. « Je vous ai vu aller et venir. » Toutes les alarmes retentirent soudainement dans la tête de Clara. « Je suis désolé, je ne... » « Ce n'est rien. » Son sourire ne vacilla pas. « Je n'essaie pas de causer des problèmes. En fait, j'espérais que nous pourrions nous entraider. » Il désigna une petite boulangerie de l'autre côté de la rue. « Pouvons-nous discuter un instant? Je vous offre un café. » Clara jeta un œil à la nounou et au vieil homme, chacun plongé dans son propre univers. L'escalade noire était toujours là, et elle se demanda si c'était réellement les hommes de Lorenzo ou quelque chose de tout à fait différent. « Je ne vous connais pas, » dit-elle avec prudence. « J'attends juste mon bus. S'il vous plaît, 5 à 5 minutes. Il y a de l'argent facile à gagner pour vous. » Son ton changea, devenant plus insistant. « Je pense vraiment que vous voudrez entendre ce que j'ai à dire. » Contre son bon jugement, ou peut-être parce qu'elle avait besoin de comprendre de quoi il s'agissait, Clara se retrouva à traverser la rue avec lui. Sa main resta dans sa poche, le pouce prêt à appuyer sur le bouton d'alerte. Si les choses tournèrent mal, elle appuierait et s'enfuirait. La boulangerie était chaleureuse et sentait le pain frais. L'homme acheta 2 cafés sans lui demander ce qu'elle voulait et la conduisit à une table de coin, loin des fenêtres. Il s'assit dos au mur, comme quelqu'un entraîné à toujours surveiller les issues. « Mon nom n'a pas d'importance, » commença-t-il, glissant un café vers elle. Clara n'y toucha pas. « Ce qui compte, c'est que je sais que vous travaillez étroitement avec Lorenzo Duca. Vous êtes dans sa maison tous les jours. Vous entendez des choses, vous voyez des choses. » La bouche de Clara s'assécha. « Je ne suis qu'une femme de ménage, je nettoie. Et vous étiez dans son bureau privé hier soir pendant une très importante réunion. » L'expression agréable de l'homme ne changea jamais, mais ses yeux étaient devenus froids. Une réunion qui s'est étrangement terminée subitement. Et ce matin, on vous a appelé trois
3 fois dans son bureau. Ce n'est pas normal pour une simple femme de ménage. Il l'avait surveillée, littéralement espionnée. Clara se sentit violée, exposée. Depuis combien de temps suivait-il ses mouvements? L'homme tendit la main vers sa veste et la main de Clara se serra sur le dispositif d'alerte. Mais il ne tira qu'une épaisse enveloppe, la posant sur la table entre eux. Elle était remplie d'argent liquide, plus que ce que Clara gagnait en un ou deux mois. 5 000 $, dit-il tranquillement. Et ce n'est qu'un acompte. Tout ce dont j'ai besoin, ce sont des informations, des choses simples. Quelles réunions ont lieu? Qui y assiste? Ce qui est discuté. Vous n'avez rien de dangereux à faire. Il suffit d'être à l'écoute et de partager ce que vous entendez. Clara fixa l'enveloppe, le cœur battant. 5 000 $ pour Emma payer les factures médicales de sa mère, pourrait lui permettre d'avoir un meilleur appartement, loin des gangs et des revendeurs de son quartier. Mais cela ferait aussi d'elle une traîtresse. Et les traîtres aux hommes, comme Lorenzo Duca, ne vivaient pas longtemps. « Je ne peux pas vous aider, » dit-elle en se levant. « Je ne sais rien, et je ne vous le dirais pas, si je le savais. » La main de l'homme jaillit, lui agrippant le poignet assez fort pour la blesser. Son masque agréable se fissura, révélant quelque chose de hideux dessous. « Asseyez-vous, Clara. Nous n'avons pas fini de parler. Lâchez-moi. Vous faites une erreur. » Il se pencha, et sa voix se fit un chuchotement encore plus menaçant qu'un cri. « Nous savons où vous vivez. Nous savons que votre mère travaille à l'hôpital St. Mary's de nuit. Nous connaissons votre chemin de retour, le bus que vous prenez, l'heure à laquelle vous arrivez. Vous voulez vraiment vous faire des ennemis de gens avec une telle portée? » Le sang de Clara se glaça. Ils avaient fait des recherches sur elle, cartographié sa vie, identifié tous ceux qui lui étaient chers. Il ne s'agissait plus seulement d'informations, c'était une menace pour tous ceux qu'elle aimait. Elle appuya sur le bouton d'alerte. Rien ne se produisit. Aucun son, aucun signal visible. Mais quelque part, trois téléphones recevaient son SOS. J'ai dit... Clara tenta de se dégager, mais sa prise se resserra. « Vous avez 24 heures pour réfléchir à mon offre, » dit l'homme. « Demain, même heure, même endroit. Vous vous présentez avec quelque chose d'utile. Vous obtenez l'argent et tout le monde reste en sécurité. Vous ne vous présentez pas ou vous parlez de cette conversation à Duca. » Il sourit froidement. « Eh bien, les accidents arrivent, surtout aux personnes qui travaillent de nuit à l'hôpital. » La porte de la boulangerie retentit. Deux hommes entrèrent, tous deux bâtis comme des secondeurs, tous deux vêtus de vêtements décontractés qui ne cachaient en rien leurs dangereuses occupations. Clara en reconnut un, Joey Batts, l'un des hommes de main de Lorenzo. L'autre était un jeune homme qu'elle avait vu autour du manoir. L'homme qui tenait le poignet de Clara les remarqua, lui aussi. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et sa main la relâcha. « Un problème ici ?» demanda Joey Batts d'un ton décontracté. Mais il n'y avait rien de décontracté dans la façon dont il se plaça entre Clara et l'étranger. « Pas de problème, » dit l'homme, se levant en douceur. « Juste une conversation amicale avec une connaissance. » Oh, ça n'avait pas l'air très amical d'où je suis assis. La dame a l'air mal à l'aise. La main de Joey reposait négligemment près de sa ceinture, où Clara savait qu'il gardait une arme. L'étranger jeta un œil à Joey et à son partenaire, calculant les chances. Quelle que soit la conclusion à laquelle il était parvenu, elle n'était pas favorable. Il lança à Clara un dernier regard froid, une promesse que ce n'était pas fini, et sortit de la boulangerie. Les jambes de Clara se sentirent faibles. Elle se laissa retomber sur la chaise, les mains tremblantes. « Vous allez bien, mademoiselle ?» demanda Joey, ses traits rudes montrant une réelle inquiétude. « Ah, oui, merci. Le patron a dit de vous surveiller. Heureusement que nous étions proches. » Il sortit son téléphone, tapant rapidement. « J'ai une description du gars. Nous allons découvrir qui il est. » Le jeune homme de main regarda par la fenêtre. « Il monte dans une Honda grise. Vous voulez qu'on le suive ?»« Pas encore. Le patron décidera. » Joey se tourna vers Clara. « Venez, nous vous ramenons à la maison. Et à partir de maintenant, vous n'irez nulle part sans l'un de nous à proximité. » Ordre du patron. Alors que Clara les suivait jusqu'à leur voiture, l'enveloppe toujours sur la table de la boulangerie derrière elle, elle réalisa que la donne avait changé. Elle n'était plus seulement une observatrice, elle était une cible. Le bureau de Lorenzo semblait différent cette fois. Plus sombre, plus dangereux. Clara était assise sur la même chaise qu'elle avait occupée ce matin-là, mais maintenant, Joey Batts et son partenaire se tenaient près de la porte comme des sentinelles. Tony Greco était au téléphone, aboyant des ordres. Marcus Webb était penché sur son ordinateur portable, ses doigts parcourant le clavier. Lorenzo se tenait près de la fenêtre, le dos tourné à tous, parfaitement immobile.
C'était cette immobilité qui effrayait le plus Clara, comme un prédateur décidant comment frapper. « Racontez-moi encore, » dit Lorenzo doucement, sans se retourner. « Chaque mot, demanda-t-il. La voix de Clara trembla, alors qu'elle répétait la conversation pour la troisième fois, la menace concernant sa mère, l'enveloppe d'argent, le sourire froid de l'homme lorsqu'il mentionnait les accidents. Quand elle eut fini, Lorenzo se tourna enfin. Son visage était un masque de fureur contrôlée. « Marcus, dis-moi que tu as quelque chose. »« J'y travaille. » Marcus afficha des images de surveillance de la caméra extérieure de la boulangerie. Tony avait déjà obtenu l'accès à celle-ci. On a un plan clair de son visage. On le passe dans nos bases de données maintenant. Son ordinateur bipa. D'accord, c'est intéressant. Aucun coup dans les casiers judiciaires, mais la reconnaissance faciale le tire d'un profil LinkedIn. Son nom est David Walsh. Il se présente comme consultant en sécurité pour une société appelée Meridian Solutions. Je n'en ai jamais entendu parler, marmonna Tony. C'est parce qu'elle n'existe pas, du moins pas légitimement. Marcus afficha un enregistrement commercial. Société écran constituée au Delaware il y a 6 mois. Pas de bureau physique, pas de site web, pas d'opération commerciale réelle. C'est une façade. La mâchoire de Lorenzo se serra. Lié aux Russes, donnez-moi une minute. Les doigts de Marcus dansèrent sur le clavier, tirant des documents, recoupant des noms. L'agent enregistré pour Meridian Solutions est, d'accord, enterré sous trois couches de holding. Mais oui, c'est bien ça. La même structure d'entreprise qui possède l'appartement où vont les signaux des bugs. Ils utilisent le même réseau de blanchiment d'argent. Alors, les Russes deviennent audacieux, dit Lorenzo. Non contents d'écouter maintenant, ils essaient activement de recruter à l'intérieur de ma maison. Ils ont approché la mauvaise personne, dit Tony, regardant Clara avec ce qui aurait pu être de l'approbation. Lorenzo se dirigea vers l'ordinateur portable de Marcus. « Montrez-moi tout ce que nous avons sur cet appartement. » Marcus afficha un fichier détaillé. Unité 4207, 4207, North Michigan Avenue. Immeuble de luxe de grande hauteur, 42 étages. Très cher, très sécurisé. L'unité a été louée pendant 3 mois sous cette même société écran. La direction de l'immeuble pense qu'elle est utilisée par un cadre de fonds spéculatif. Qui est réellement là? La surveillance suggère 2 personnes, les deux de sexe masculin par rotation. Il ne laisse pas beaucoup de livraison de nourriture, mouvement minimal. Installation professionnelle. Marcus fit un zoom sur certains diagrammes techniques. La bonne nouvelle, c'est qu'ils utilisent un relais de signal sur le toit. Cela signifie que la transmission passe de vos bugs à leur unité, puis à ceux qui analysent réellement les renseignements. Nous pouvons intercepter ce signal secondaire. Pouvez-vous localiser où il va après avoir quitté l'appartement? Déjà fait. Marcus eut l'air sombre. Plusieurs points d'extrémité. Un à Brighton Beach, Brooklyn. C'est le territoire de la mafia russe. Un autre à Moscou, acheminé via environ 6 serveurs proxy. Ce n'est pas seulement la famille Volkov. Ils partagent des informations avec des gens chez eux. La pièce sombra dans le silence. Clara comprit ce que cela signifiait. Ce n'était plus seulement une lutte de pouvoir local. C'était le crime organisé international avec des ressources et une portée bien au-delà des rues de Chicago. « Patron, » dit Tony prudemment, « nous pourrions attaquer cet appartement ce soir, extraire ces gars, découvrir qui les a envoyés, fermer toute l'opération. » Non, la voix de Lorenzo était ferme. Si nous les attrapons, les Russes sauront que nous sommes sur eux. Ils se retireront, se regrouperont, nous attaqueront sous un angle différent. Nous serons de retour à la case départ, sauf qu'ils seront plus prudents la prochaine fois. Alors, que faisons-nous? Lorenzo se tourna vers Marcus. Pouvez-vous surveiller leur appartement sans qu'ils le sachent, voir qui va et vient, ce qu'ils transmettent? Tout est déjà en cours. J'ai une équipe qui met en place une contre-surveillance en ce moment. D'ici ce soir, nous aurons des yeux et des oreilles sur les personnes qui ont des yeux et des oreilles sur vous. Un sourire froid traversa le visage de Lorenzo. Magnifique. Donc, ils nous écoutent et nous les écoutons. Cela signifie que nous contrôlons le flux d'informations dans les deux sens. Clara parla avec hésitation. L'homme, Walsh, il a dit que j'ai 24 heures. Il veut que je le rencontre demain avec des informations. Et tu le feras, affirma Lorenzo, élargissant les yeux de la jeune femme. Mais tu ne lui transmettras pas les informations qu'il désire. Tu vas exactement lui donner ce que nous voulons que les Russes entendent. Patron, c'est risqué, objecta Tony. Ils l'ont menacée, elle et sa mère. Ils savent d'où elle réside. C'est précisément pour cela qu'elle bénéficiera d'une protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
répondit Lorenzo. Et voilà pourquoi Walsh ne pourra jamais s'approcher d'elle à moins de 100 mètres sans que nous en soyons informés. Lorenzo se tourna vers Clara. À moins que tu ne veuilles te retirer. Ce n'est pas pour cela que tu as postulé en acceptant de nettoyer ma demeure. Je ne t'en voudrais pas si tu décidais de partir. Clara remémora les yeux froids de l'individu, ses menaces envers sa mère. Elle songea à fuir, à se cacher, peut-être même à quitter définitivement Chicago. Cependant, elle connaissait également des individus comme Walsh et ses employeurs. Ils n'oubliaient jamais. Ils ne pardonnaient jamais. S'enfuir la transformerait simplement en cible ailleurs. « Que dois-je faire » demanda-t-elle finalement. Lorenzo la contempla longuement, puis acquiesça. « Joey et Marco te suivront partout en dehors de cette résidence. À l'intérieur, tu es en sécurité. Nous allons effectuer une nouvelle vérification ce soir pour nous assurer qu'il n'y a plus de surprise. Demain, lorsque Walsh t'approchera, tu lui diras que tu coopéreras. Tu lui confieras des détails insignifiants, rien de crucial. Nous allons tout scénariser. Ne saura-t-il pas que c'est une imposture? Non, si nous mêlons le vrai et le faux. Donne-lui de véritables noms de personnes de mon organisation, celles qui sont sans importance, ou celles sur lesquelles je veux qu'il se concentre. Donne-lui une vraie date et un vrai lieu de rencontre, mais pas ce dont nous discuterons réellement. Fais-lui croire qu'il obtient des informations précieuses, alors qu'il ne fera que courir après des chimères. Marcus leva les yeux de son ordinateur portable. « Patron, j'ai le flux en direct de l'appartement. Vous voulez voir à qui nous avons affaire ?» Lorenzo se plaça derrière la chaise de Marcus. Clara les rejoignit, jetant un œil sur l'écran. L'image montrait l'intérieur d'un appartement moderne, avec des meubles coûteux, des fenêtres s'étendant du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur les gratte-ciel de Chicago. 2 hommes étaient visibles. L'un était assis devant un ensemble d'équipements informatiques, portant un casque audio. L'autre se tenait près de la fenêtre, parlant au téléphone, dans ce que Clara supposait être du russe. Celui au téléphone est Dmitri Volov, déclara Tony en le désignant. Le neveu d'Alex Vulov. J'ai consulté son dossier. Ancien des renseignements militaires russes. GRU. Très dangereux. Et celui devant les ordinateurs? Interrogea Lorenzo. Je ne sais pas encore, mais admirez son installation. Marcus zooma. Équipement de surveillance militaire, communication cryptée, probablement une liaison directe avec leur supérieur. C'est une opération sérieuse. Lorenzo fixait l'écran, son visage impénétrable. Alors nous leur offrirons une performance sérieuse. Marcus, je souhaite tout savoir sur ces 2 individus, leurs habitudes, leur vulnérabilité, à qui ils rendent compte. Tony coordonne la protection de Clara et de sa mère. Personne ne les approche. Et dresse-moi la liste exhaustive de toutes les personnes présentes dans ma demeure lorsque ces micros ont été installés. Quelqu'un les a aidés, et je veux savoir qui. Et Walsh? Demanda Joey. On le cueille? Pas encore. Laissons-le croire qu'il est toujours aux commandes. Laissons-le rapporter qu'il a pris contact avec ma domestique, qu'elle est effrayée, qu'elle pourrait céder. Laissons les Russes se sentir en confiance. Le sourire de Lorenzo était acéré comme une lame. L'excès de confiance rend les gens négligents, et lorsqu'ils deviennent négligents, nous serons prêts. Alors que la réunion se dispersait, Clara réalisa qu'elle faisait désormais partie de quelque chose de bien plus vaste et dangereux qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle n'était plus seulement un témoin. Elle était un appât. 2 jours plus tard, Lorenzo convoqua une réunion. Clara arriva au bureau à 20 heures précises, portant le même plateau en argent qu'auparavant, ses mains plus fermes qu'elle ne l'avait imaginé. Joey, Bats et Marco avaient été ses ombres constantes, l'un toujours à portée de vue, l'autre observant à distance. Elle avait même dîné avec sa mère la nuit précédente, bien qu'elle ne lui ait pas révélé pourquoi 2 grands gaillards s'étaient soudainement assis à une table voisine pendant tout le repas. Walsh ne l'avait pas contacté de nouveau. Selon Tony, il attendait qu'elle fasse le premier pas, testant sa résistance à la pression. Ce soir-là, elle allait lui donner de quoi rapporter. Les 6 mêmes hommes étaient assis autour de la table de Lorenzo. Polly, Frankie, Marco le comptable, 2 hommes de main nommés S et Big Tommy, et Johnny Rousseau, qui gérait les opérations du South Side. Ils semblaient tendus, perplexes quant à la raison de cette nouvelle convocation pour une réunion nocturne après l'étrange entretien de la semaine. Clara se glissa discrètement, longeant le mur jusqu'au bar où les boissons attendaient. Lorenzo était assis en bout de table, détendu et confiant, feuilletant des documents. Il ne remarqua pas sa présence, mais elle savait, et il savait, que tout cela n'était qu'une mise en scène. « Messieurs, » commença Lorenzo, sa voix empreinte de la même autorité que toujours, « j'apprécie votre venue à si brève échéance. Nous avons une opportunité qui ne peut attendre.
Poli se pencha en avant. Quel genre d'opportunité, patron? Celle qui change tout. Lorenzo étala une carte sur la table, un plan détaillé des quais de Chicago. Son doigt frappa un point marqué en rouge, le dock 47 dans le port industriel. Dans 3 nuits, un porte-conteneur arrivera d'outre-mer. Officiellement, il transportera des pièces automobiles. Officieusement. Il sourit. Il transportera suffisamment d'armes de guerre pour équiper un petit pays. Les hommes échangèrent des regards. Clara remplit les verres avec un silence habitué, son cœur battant à tout rompre. Chaque mot prononcé par Lorenzo était un mensonge, mais sonnait totalement convaincant. « Qui est le vendeur ?» interrogea Frankie, ses yeux perçants plissés de suspicion. Des contacts européens, d'anciens fournisseurs militaires passés au privé. Lorenzo sortit des photographies, de fausses, supposa Clara, préparées par l'équipe de Marcus. Des AK-47, des RPG, des explosifs C4, des équipements de vision nocturne. Le tout encore sous emballage d'usine. La cargaison devait partir pour un acheteur à Détroit, mais ils se sont rétractés à la dernière minute. Maintenant, elle est à prendre et nous avons la première chance. C'est quel prix? Demanda Marco le comptable, calculant déjà mentalement. 3 millions de dollars pour la totalité de la cargaison. La valeur marchande est le triple. Lorenzo laissa l'information s'ancrer. Nous l'achetons. Nous contrôlons l'approvisionnement en armes pour tout le Midwest. Chaque gang, chaque équipe, chaque organisation qui a besoin de matériel passera par nous. Ce n'est pas seulement du profit, c'est du pouvoir. Big Tommy grogna. Ça sonne trop beau pour être vrai. Quel est le piège? Le piège, c'est le timing et la sécurité, répondit Lorenzo. Le navire accoste à 2 heures du matin, et nous avons une fenêtre de 4 heures pour décharger les conteneurs et les déplacer vers un entrepôt sécurisé. Cela signifie que nous avons besoin d'au moins 20 hommes pour les camions et d'une puissance de feu suffisante pour gérer toute complication. Quel genre de complication? Demanda S. Le FBI pourrait surveiller le port. Des familles rivales auraient pu être au courant de l'envoi, et les vendeurs veulent leur argent comptant d'avance, avant même que nous ne voyions la marchandise. Le ton de Lorenzo était mesuré, détaillant les risques comme un homme qui avait réfléchi à chaque angle. C'est risqué, mais le gain en vaut la peine. Clara s'approcha pour remplir le verre de Lorenzo. En se penchant, elle put distinguer la légère tension de sa mâchoire, seul signe qu'il jouait un rôle plutôt que de planifier. Pour les autres, il paraissait tout à fait sincère. Frankie prit la parole, d'une voix prudente. « Patron, avec tout le respect que je vous dois, cela me semble précipité. 3 millions de dollars, c'est une somme considérable à placer dans une affaire dont nous venons juste d'entendre parler. Quelle est la fiabilité de votre source? Assez solide pour que j'y place mon propre argent, répondit Lorenzo, fixant Frankie dans les yeux. Mais je ne force personne. Si vous êtes mal à l'aise, dites-le maintenant. Je trouverai des gens qui ne le sont pas. Le défi flottait dans l'air. Clara observa les visages des hommes, ce mélange de cupidité, de peur et de fierté. Ils ne voulaient pas paraître faibles devant leur chef ou les uns devant les autres. « Je suis partant », déclara Poli immédiatement. « Vous avez besoin de mon équipe au dock. Ils seront là. »« Moi aussi », ajouta Big Tommy. « Mes gars savent dire comment gérer les opérations de fret. » Un par un, ils s'engagèrent. Même Frankie, bien que Clara ait remarqué qu'il semblait toujours incertain. Peut-être sentait-il que quelque chose n'allait pas, ou peut-être était-il simplement naturellement méfiant. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas se retirer sans paraître déloyal. Lorenzo acquiesça, satisfait. « Bien. Poli, tu coordonnes les effectifs. Marco, prépare 3 millions en espèces, petites coupures, différentes dénominations. S, toi et Tommy, vous repérez l'entrepôt sur South Rhine Avenue. Je le veux sécuriser d'ici demain soir. »« Et les Russes ?» demanda Johnny Rousseau. « Ils ont fureté autour de nos opérations ces derniers temps. Et s'ils entendent parler de ça et essaient de s'immiscer ?» L'expression de Lorenzo se durcit, et Clara se demanda si cette partie était réelle ou toujours une scène du jeu. Qu'ils essaient. Nous aurons une sécurité suffisante au dock 47 pour gérer tout ce qui se présentera. De plus, les Russes sont trop occupés avec leurs propres problèmes pour s'inquiéter de nos affaires. La réunion se poursuivit pendant 20 minutes supplémentaires. Lorenzo distribua les tâches et répondit aux questions avec une telle précision que toute l'opération semblait légitime. Clara écouta attentivement, servant les boissons et restant invisible. Pendant ce temps, quelque part dans la ville, 2 Russes, dans un luxueux appartement, enregistraient chaque mot. Lorsque les hommes finirent par partir, Clara s'attarda au bar, rangeant des verres qui n'en avaient pas besoin. Lorenzo attendit que la porte se referme, puis laissa échapper un long soupir. « Comment ai-je fait » demanda-t-il doucement. « J'y ai cru » avoua Clara.
Si je n'avais pas su, j'aurais pensé que nous allions réellement voler des armes dans 3 jours. Bien, Lorenzo se servit cette fois une vraie boisson. Parce que si tu y as cru, ils y croiront aussi. Il se dirigea vers le panneau mural où le micro était dissimulé, transmettant toujours fidèlement. Vous entendez ça, sale bâtard de Russe? Je viens de vous livrer la plus belle prise de l'année. Voyons si vous pouvez résister. Le téléphone de Clara vibra. Un message de Marcus disait simplement « Ils mordent à l'hameçon ». Lorenzo vit son visage et sourit froidement. Et maintenant, nous attendons. Soit ils signaleront cela à leur hiérarchie et tenteront d'intercepter la cargaison eux-mêmes, soit ils alerteront le FBI et tenteront de me faire arrêter. Dans les 2 cas, ils se dévoileront. Et s'ils font les 2, alors nous saurons à quel point ils sont désespérés. Lorenzo acheva sa boisson. Repose-toi, Clara. Les prochains jours s'annoncent intéressants. Et par « intéressant », j'entends potentiellement mortel. Tandis que Clara quittait le bureau, elle croisa Frankie dans le couloir. Ce dernier était au téléphone, parlant à voix basse en italien. En la voyant, il raccrocha brusquement. « Encore au travail à 7 heures, Clara ?» demanda-t-il. « Je ne fais que terminer après la réunion, monsieur Duca. » Ses yeux sondaient son visage, à la recherche de quelque chose. Quelle réunion? De grands projets en perspective. Je n'en saurais rien, monsieur. J'ai juste servi les boissons. Juste... Il sourit, mais son regard restait impénétrable. Juste servir les boissons. Bonne nuit, Clara. Elle s'éloigna, sentant son regard sur son dos, incapable de se défaire du sentiment que Frankie Duca suspectait quelque chose. Mais, s'agissait-il d'elle, de Lorenzo, ou de l'ensemble de l'opération, elle ne saurait le dire. Le jeu devenait de plus en plus dangereux à chaque heure qui passait. L'appel survint à 3 heures du matin. Clara sursauta dans son petit appartement, cherchant son téléphone à tâtons dans l'obscurité. Joey Batts était posté devant son immeuble et Marco était garé un peu plus loin dans la rue. La garde rapprochée de Lorenzo ne dormait jamais, mais l'appel ne venait pas d'eux. « Clara, c'est Marcus. Il faut que tu vois ça. J'envoie une voiture. » 20 minutes plus tard, encore vêtue de son jean et d'un vieux sweatshirt, Clara était escortée dans un immeuble de bureau anonyme en plein cœur du quartier financier. Marcus avait installé un centre de surveillance temporaire au 3e étage, une pièce remplie d'équipements informatiques, d'écrans et de 3 techniciens au visage exténué. Lorenzo était déjà là, debout devant un mur d'écran, une tasse de café à la main. Tony Greco était assis à l'un des postes de travail, coordonnant les équipes sur le terrain via une radio cryptée. La pièce bourdonnait d'une énergie urgente. « Montrez-lui », dit Lorenzo sans quitter les moniteurs des yeux. Marcus afficha des images sur l'écran principal. « C'est il y a 4 heures, juste après la fin de votre réunion. Regardez l'appartement. » Clara reconnut l'intérieur désormais familier de l'unité 4207. Dimitri Volkov arpentait la pièce frénétiquement, hurlant dans son téléphone en russe. L'autre homme, que Marcus avait identifié comme Pavel Solalov, un autre vétéran de la GRU, était à son poste informatique, tapant furieusement. « Que disent-ils » demanda Clara. Marcus afficha une traduction sur un second écran. Et Dimitri parle à son oncle Alex, le chef de la famille Volkov. Il lui parle de l'envoi d'armes au quai 47. Écoutez cette partie. Il lança l'audio avec les sous-titres. 3 millions d'armes, mon oncle, de qualité militaire. Si Duca met la main sur cet envoi, il contrôlera tout le marché régional. Nous devons agir maintenant. La mâchoire de Lorenzo se serra, tandis qu'il observait ses ennemis discuter de son plan fabriqué de toutes pièces. Et voici où ça devient intéressant, poursuivit Marcus, affichant de nouvelles images. Il y a 2 heures, Dimitri a quitté l'appartement pour la première fois en 3 jours. Nous l'avons suivi. L'écran montra Dimitri montant dans une Mercedes noire, puis passa à des images de suivi de la voiture dans les rues de Chicago. Il s'est arrêté à un entrepôt à Brighton Beach, un bastion connu de la mafia russe. Il rencontre une équipe complète de Volkov, interrompit Tony. Nous avons mis en place une surveillance de l'entrepôt. Nous avons compté au moins 20 gars y entrant au cours de la dernière heure. Ils préparent quelque chose d'important. Marcus afficha un autre écran montrant une imagerie thermique de l'extérieur de l'entrepôt. Voyez-vous ces motifs thermiques? Ils déplacent des armes, chargent des véhicules. Ce n'est pas une petite opération. Ils se mobilisent pour un coup majeur. Clara sentit son estomac se nouer. Ils vont vraiment essayer de voler l'envoi? Mieux que ça, dit Lorenzo, et il y avait une sombre satisfaction dans sa voix. Ils mettent le paquet. Chaque homme disponible, chaque ressource. Ils pensent qu'ils sont sur le point de me mettre hors d'état de nuire et de réaliser la plus grande prise d'armes depuis des années. Il se tourna vers Marcus. Quoi d'autre? Marcus afficha des interceptions d'emails. Pavel a envoyé des messages cryptés à des contacts à Moscou et à New York.
Ils demandent des renforts. Les Volkov de Chicago traitent cela comme une déclaration de guerre. Ils ne prévoient pas seulement de voler l'envoi, ils prévoient d'embusquer vos hommes au dock et d'envoyer un message fort. « Combien en attendons-nous » demanda Tony. « D'après les conversations et les mouvements, j'estime à 30 à 40 combattants, peut-être plus. Ils apportent une sérieuse puissance de feu. » Marcus zooma sur des photos de surveillance montrant des hommes chargeant des fusils et du matériel tactique dans des SUV. Lorenzo posa sa tasse de café. Son expression était calculatrice. Ils surestiment leur force. C'est exactement ce que nous voulons. S'ils déploient autant d'hommes au dock, ils exposent tout le reste. Leurs opérations de jeu, leurs raquettes de protection, leur véritable cache d'armes. Alors, nous les frappons pendant qu'ils nous frappent ? Demanda Clara, commençant à comprendre la stratégie. Nous les frappons pendant qu'ils ne frappent rien, corrigea Lorenzo. Ils se présentent au quai 47 en s'attendant à mes hommes et à un envoi d'armes. Au lieu de cela, ils trouvent le FBI. Tony compléta avec un sourire sinistre. J'ai coordonné avec notre contact fédéral. Il est très intéressé par 40 gangsters russes armés convergeant vers un quai de Chicago au milieu de la nuit, surtout quand nous lui fournissons des preuves de leur organisation criminelle. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Vous les mettez en place pour une rafle fédérale? La destruction mutuellement assurée, ça a un certain charme, dit Lorenzo. Les Volkov se font arrêter avec suffisamment de charges liées aux armes pour les mettre sous les verrous pendant des décennies. Et puisque c'est nous qui avons prévenu le FBI, nous apparaissons comme des citoyens soucieux d'aider les forces de l'ordre. Les fédéraux réalisent un coup majeur. Nous éliminons notre concurrence et nos mains restent propres. Marcus afficha un autre écran montrant des interceptions de messages textes. Ça s'améliore. Les Volkov sont tellement confiants qu'ils planifient déjà la fête de la victoire. Pavla a envoyé un SMS à quelqu'un à Moscou disant « De Luca est fini. Chicago est à nous d'ici dimanche. » Dimanche, c'est dans 3 jours, nota Tony. Ils pensent qu'ils ont déjà gagné. Le téléphone de Lorenzo vibra. Il y jeta un coup d'œil, puis montra l'écran à Tony. C'est notre contact du FBI. Il rassemble une équipe tactique, SWAT, DEA, ATF. Ils en font une opération multi-agence. Les Volkov vont tomber dans le plus grand piège des forces de l'ordre de l'histoire de Chicago. Clara observait les moniteurs, voyant les Russes se préparer à leur assaut, complètement inconscients d'être surveillés à chaque étape. C'était à la fois brillant et terrifiant. « Et Frankie ?» demanda-t-elle soudainement, se souvenant de la suspicion dans ses yeux. Il semblait dubitatif lors de la réunion. Et s'il les prévenait d'une manière ou d'une autre? L'expression de Lorenzo s'assombrit. Frankie a passé des appels non autorisés. Tony les a surveillés. N'est-ce pas, Tony? Tony afficha les relevés téléphoniques. 3 appels à des numéros non répertoriés au cours des 2 derniers jours. Nous travaillons à les retracer maintenant. Mais le timing est suspect, juste après vos réunions à chaque fois. La pièce devint silencieuse. Les implications étaient stupéfiantes. Le propre cousin de Lorenzo, son conciliaire, pourrait être la taupe. Ça pourrait être une coïncidence, dit Marcus prudemment. Il est peut-être juste paranoïaque et vérifie ses propres sources. Ou il est celui qui les a aidés à placer les micros en premier lieu, dit Lorenzo d'un ton monocorde. Famille ou non, si Frankie travaille avec les Russes, il tombera avec eux. Clara sentit un frisson. Elle avait vu suffisamment de films de mafia pour savoir ce que « tomber » signifiait dans le monde de Lorenzo. « Patron !» cria l'un des techniciens de Marcus. « Vous devez voir ça. Les Russes viennent d'envoyer un autre message. » Marcus l'afficha sur l'écran principal. Il était crypté, mais ils avaient craqué le code il y a quelques jours. Le message était court, cette fois en anglais, quai 47, avant-hier, 2 heures du matin. Amenez tout, c'est notre moment. Ils ont fixé la date, dit Marcus. La même date que celle indiquée lors de votre fausse réunion. Ils sont complètement pris au piège. Lorenzo fixa le message, puis les images de surveillance montrant les Russes se préparant à la guerre. Ses ennemis étaient mis sur le point de tomber dans un piège de leur propre fabrication, déclenché par un murmure de femmes de chambre et un mensonge soigneusement construit. « Messieurs, dit Lorenzo doucement, préparez-vous pour la phase finale. Avant-hier, nous mettons fin au problème Volkov définitivement. » Clara regarda les écrans, les Russes s'armant, le FBI coordonnant ses équipes tactiques, la toile de surveillance et de contre-surveillance qui avait transformé le manoir de Lorenzo en centre d'une guerre de l'ombre. Elle avait demandé à son patron de se taire 1 semaine auparavant. Maintenant, ce seul murmure d'avertissement était sur le point de faire tomber tout un empire criminel. L'air nocturne au quai 47 était épais de brouillard, remontant du lac Michigan.
Clara observait depuis l'intérieur d'une camionnette de surveillance garée à 3 pâtés de maison, ses yeux fixés sur de multiples écrans de contrôle, montrant différents angles du front de mer industriel. Marcus était assis à côté d'elle, coordonnant les communications. Tony et Joey étaient sur le terrain, avec l'équipe triée sur le volet de Lorenzo. Lorenzo lui-même se tenait à l'extérieur de la camionnette, parlant doucement dans sa radio. Il avait refusé de se cacher pendant que son plan se déroulait. « Toutes les unités, signalez-vous », dit Marcus dans son casque. Des réponses crépitèrent dans les haut-parleurs. Les équipes du FBI positionnées dans des conteneurs d'expédition. Les hommes de Lorenzo postés sur les toits avec des lunettes de vision nocturne. Des agents infiltrés se faisant passer pour des ouvriers portuaires. Tout le monde était en place. Clara consulta sa montre. 1h47 du matin. 13 minutes avant l'arrivée des Russes, s'attendant à un envoi d'armes qui n'existait pas. Mouvement sur l'approche nord, rapporta une voix à la radio. 3 véhicules, des SUV, se dirigeant vers l'entrée du quai. Marcus afficha l'imagerie thermique. Clara regarda les signatures thermiques, montrer plusieurs figures armées dans les véhicules. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. « Ce n'est que l'équipe avancée, » murmura Marcus. « La force principale viendra du sud, essayant d'encercler quiconque est ici. » Il avait raison. 2 minutes plus tard, d'autres véhicules apparurent sur les caméras sud. Un convoi de 5 SUV et d'un fourgon se déplaçant en formation comme une opération militaire. « Jésus !» murmura Clara. « Combien en ont-ils amené ?»« On dirait 35, peut-être 40 combattants, » dit Marcus, comptant les signatures thermiques. Ils ont tout engagé dans cette opération. La voix de Lorenzo, calme et posée, se fit entendre à la radio. « Chef d'équipe du FBI, confirmez que vous voyez ça. »« Confirmé, » répondit une nouvelle voix. C'était l'agent spécial Sarah Chin, la personne ressource du FBI avec qui Tony avait travaillé. Nous comptons 38 individus armés, convergeant sur un quai commercial à 2 heures du matin, sans motif légitime d'être là. Cela nous suffit. Toutes les équipes, préparez-vous à intervenir à mon signal. Les véhicules russes s'immobilisèrent à des emplacements prédéfinis autour du quai. Des hommes en sortirent en masse, leurs armes visibles même dans l'obscurité. Fusils, carabines, équipements tactiques. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, établissant un périmètre de sécurité. Dimitri Vilov était visible au centre, aboyant des ordres en russe. Même à travers les images granuleuses de la surveillance, Clara pouvait distinguer son assurance. Il pensait être sur le point de l'emporter. « Ils sont en position », rapporta Marcus, totalement exposé. « FBI, vous êtes autorisé à agir », dit Lorenzo dans sa radio. « Toutes les unités, allez-y, allez-y, allez-y. » Le quai sombra dans le chaos. Des projecteurs jaillirent de toutes parts, transformant la nuit en un jour aveuglant. Des agents du FBI apparurent des conteneurs maritimes, des entrepôts, de positions dissimulées partout. Des véhicules de police bloquèrent toutes les voies de sortie. « Agents fédéraux, déposez vos armes au sol. » Les Russes restèrent figés, piégés à ciel ouvert, sans nulle part où fuir. Quelques-uns levèrent leurs armes, mais ils étaient surpassés en nombre 3 contre 1. Clara vit l'expression de Dimitri passer de la confiance à l'horreur lorsqu'il comprit qu'ils avaient été piégés. En 90 secondes, tout était terminé. Pas un seul coup de feu n'avait été tiré. Les Russes jetèrent leurs armes et s'allongèrent au sol, tandis que les agents du FBI les encerclaient, faisant apparaître des attaches de serrage et des menottes à leurs poignets. « Cible sécurisée », annonça la voix de l'agent Chin. 38, suspects en garde à vue, de multiples accusations de port d'armes, des statuts de crime organisé. Cette opération va marquer les carrières. Excellent travail, monsieur Ducas. Lorenzo s'autorisa un léger sourire. Toujours heureux d'aider les forces de l'ordre, agent Chin. Mais Marcus changeait déjà d'écran. Chef, l'équipe 2 intervient sur l'appartement maintenant. L'attention de Clara se porta sur de nouveaux écrans, montrant le couloir intérieur d'un gratte-ciel de luxe. Une équipe tactique, les hommes de Lorenzo, et non du FBI, s'approcha de l'unité 87, avec une précision militaire. Ils avaient des caméras montées sur leurs casques, offrant de multiples points de vue à Marcus. Effraction dans 3, 2, 1. La porte vola en éclats, l'équipe envahit l'appartement, armes au poing. Pavlov eut à peine le temps de lever les yeux de son poste informatique avant d'être plaqué au sol. L'appartement était vide sinon. Dimitri avait emmené tout le monde au dock. Zone dégagée. 1, suspect sécurisé, rapporta la voix de Tony depuis l'intérieur. Ne touchez pas au matériel tout de suite,
dit Marcus d'un ton pressant. Je dois voir à quoi nous avons affaire. Deux des spécialistes techniques de Marcus entrèrent dans l'appartement, sortant déjà des dispositifs de scan. Clara les observa examiner la rangée d'ordinateurs et l'équipement de surveillance. « Chef, vous devez voir ça », dit l'un d'eux, la voix tendue. La caméra du casque fit un zoom sur les écrans d'ordinateur. Le souffle de Clara se coupa. Les écrans ne montraient pas seulement les flux du manoir de Lorenzo. Ils affichaient la surveillance de dizaines d'endroits, d'autres entreprises, d'autres maisons, d'autres familles. Ils géraient tout un réseau, dit Marcus, ses doigts voltigeant sur son clavier alors qu'il accédait à distance aux ordinateurs saisis. Bon sang, ils ont des micros dans les opérations de la famille Marchetti, le territoire du gang Rousseau, et même dans les bureaux de certains de nos contacts policiers. Ceci ne concernait pas seulement Lorenzo, il surveillait la moitié de la pègre de Chicago. « Depuis combien de temps » demanda Lorenzo d'un ton sec. Marcus fit défiler les fichiers, son visage pâlissant. « Des mois, peut-être un an. Ils ont des enregistrements de réunions, d'appels téléphoniques, de conversations privées. C'est une mine d'or d'informations. Téléchargez tout, ordonna Lorenzo. Chaque fichier, chaque enregistrement, chaque contact. Déjà en cours, mais chef, il y a plus. Marcus afficha un répertoire de fichiers. Ils vendirent des informations. Regardez ces relevés de transactions. Ils fournissèrent des informations à de multiples acheteurs. Les Russo, une équipe à Détroit, même des opérateurs indépendants. Ils n'espionnaient pas seulement pour eux-mêmes. Ils ont monté une véritable entreprise de courtage en renseignements. Clara se sentit mal. Les Vulov avaient fait de la surveillance une affaire, vendant des secrets qui causaient la mort ou l'arrestation de personnes. Sécurisez toutes les preuves, dit Lorenzo. Disques durs, téléphone, tout. Je veux savoir qui leur a acheté et qui ils surveillaient. Chef d'équipe, nous avons autre chose, crépita la voix de Tony. Il y a un coffre-fort dans le placard de la chambre, ça a l'air sérieux. La caméra du casque montra Tony agenouillé devant un coffre-fort encastré dans le sol. Il y plaça un petit appareil, quelque chose qui ressemblait à un crochetage de serrure avancée, et en quelques secondes, le coffre s'ouvrit d'un clic. Tony en sortit le contenu, des liasses de billets, des passeports, des clés USB et un journal en cuir. Il l'ouvrit et parcourut les pages. Chef, c'est un registre. Nom, date, paiement reçu. C'est un registre complet de leur opération. Il marqua une pause. Et il y a un nom ici qui doit vous intéresser. Quelqu'un qu'ils ont listé comme actif principal, organisation Duca. L'expression de Lorenzo devint glaciale. Lisez. La voix de Tony était sombre. Source interne recrutée il y a 14 mois. Nom de code, Coniglio. Le canal de surveillance se tut. Le ventre de Clara se serra alors qu'elle comprenait la signification de ce mot. Coniglio signifiant conseiller en italien. Franchi, le cousin de Lorenzo, son conciliaire. Fils de pute, souffla Lorenzo. C'était lui depuis le début. Marcus afficha davantage de fichiers, recherchant maintenant spécifiquement tout ce qui était lié à Coniglio. Les preuves affluèrent sur les écrans. Des paiements totalisant des centaines de milliers de dollars, des rapports détaillés que Franchi avait fournis sur les opérations de Lorenzo, et même des copies de SMS où Franchi donnait aux Russes des codes d'accès et des horaires. C'est lui qui les a aidés à installer les micros, dit Marcus en parcourant les fichiers. C'est lui qui a engagé l'entrepreneur qui les a installés. Il leur a donné vos protocoles de sécurité, vos routines quotidiennes, vos faiblesses. Il vous vendait depuis plus d'un an. Clara se souvint des regards suspicieux de Franchi, de ses questions insistantes, de ses appels téléphoniques après les réunions. Tout prenait un sens maintenant. Le visage de Lorenzo était un masque de fureur contenue. Où est-il maintenant? Nous suivons son téléphone. Il est chez lui à Neighborville, rapporta Tony. Gardez-le là-bas, j'arrive. Lorenzo se dirigea vers sa voiture, puis s'arrêta et regarda Clara. Tu as bien travaillé, merci. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demanda-t-elle doucement. L'expression de Lorenzo était sombre comme une tombe. Maintenant, j'ai une conversation avec mon cousin sur le prix de la trahison. La maison de Franchi Duca à Neighborville était une coloniale spacieuse avec une pelouse bien entretenue, achetée et payée avec de l'argent sale, à la fois celui de Lorenzo et celui des Russes. Lorsque le convoi de Lorenzo arriva à 3h30 du matin, les lumières étaient encore allumées à l'intérieur. Clara avait insisté pour venir, bien que Lorenzo ait essayé de la dissuader. « Tu as commencé ça » avait-il finalement dit. « Tu mérites de voir comment ça se termine. »
Elle était maintenant assise dans la voiture avec Joey Batts pendant que Lorenzo, Tony et quatre autres hommes s'approchèrent de la porte d'entrée. Ils ne frappèrent pas. Tony utilisa une clé. Lorenzo avait les clés de toutes les maisons de son cercle le plus proche. Un fait qui semblait soudain moins être une preuve de confiance et plus une assurance. Ils trouvèrent Frankie dans son bureau, un verre de whisky à la main, fixant son téléphone. Il leva les yeux en les voyant entrer, et Clara ne vit aucune surprise sur son visage, seulement de la résignation. « Je me demandais combien de temps ça prendrait, » dit Frankie doucement. Lorenzo referma la porte derrière eux. Lorsqu'il parla, sa voix était plus froide que Clara ne l'avait jamais entendue. 14 mois, Frankie, 14 mois que tu me vends aux Russes. Mon propre cousin, le sang de mon père. Frankie but une longue gorgée. Ton père était un dinosaure qui ne voyait pas l'avenir. Tu es exactement comme lui, trop fier, trop traditionnel. Les Russes sont l'avenir, Lorenzo. Ils ont des connexions, des ressources, une portée que tu ne peux pas égaler. J'ai essayé de te dire de faire la paix avec eux, de partager le territoire, mais tu n'as pas voulu écouter. Alors, tu as décidé de me détruire à la place. J'ai décidé de survivre. Frankie posa son verre. Tu penses que les Vilov sont venus me voir? Je suis allé les voir. J'ai vu comment le vent tournait. Dans 500, ils contrôleront Chicago, et j'allais être du côté des vainqueurs. Tony s'avança, la main près de son arme, mais Lorenzo leva une main pour l'arrêter. Dis-moi comment tu as fait, dit Lorenzo. Tout, tu me dois au moins ça. Frankie rit amèrement. Qu'est-ce que ça change maintenant? Tu as déjà gagné. Les Vilov sont en garde à vue du FBI. Leur opération est terminée. Je veux des noms. Tous les noms des personnes impliquées. Chaque entrepreneur que tu as engagé, chaque personne que tu as compromise. Un instant, Frankie sembla vouloir refuser. Puis, quelque chose dans l'expression de Lorenzo, quelque chose de sombre et de définitif, le fit reconsidérer. L'électricien s'appelait Ray Hutchkins, commença Frankie. Il a déjà travaillé pour la famille, un type légitime, mais il avait des dettes de jeu. Je lui ai dit que les Russes effaceraient ses dettes, 50 000 dollars, s'il installait du matériel de sécurité lors d'un appel d'entretien routinier. Il pensait que c'était juste de l'espionnage industriel, rien de criminel. Il a placé le premier micro dans ton bureau il y a 3 mois. 3 mois, répéta Lorenzo. Mais la technologie n'avait que 3 semaines. Ils ont mis à jour. Les premiers de ces micros étaient basiques. Les Russes voulaient tester si tu allais les remarquer. Quand tu ne l'as pas fait, ils ont fait installer l'équipement de qualité militaire par Hutchkins. Je lui ai donné les codes d'accès, les horaires où tu serais absent de la maison. C'était facile. Clara se sentit mal. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une destruction calculée et méthodique de la confiance familiale. Qui d'autre? Demanda Tony. Le bug dans la voiture, c'était moi. Je l'ai installé moi-même le mois dernier quand Lorenzo était à New York. Ça m'a pris 10 minutes. La voix de Frankie était monocorde. D'ailleurs, l'écoute téléphonique était un autre entrepreneur, un homme des télécommunications nommé Eddie Garcia. Même affaire. Dette, désespoir, paiement. Il pensait aussi aider à de l'espionnage industriel. Lorenzo sortit son téléphone, tapant des notes. Qu'en était-il du département de surveillance? Qui d'autre en était au courant? Seuls les Volov et leur équipe technique. Je n'y suis jamais allé. Ils m'ont payé en crypto-monnaie intraçable, du moins c'est ce que je croyais. Il lança un regard noir à Marcus qui venait d'entrer. Ton expert en technologie est meilleur que ce que je lui avais accordé. Qu'est-ce que tu leur as dit? Demanda Lorenzo. Quelles informations as-tu vendues? Tout. Frankie soutint le regard de Lorenzo avec défi. Les calendriers de réunion, les accords commerciaux, les contacts policiers, les itinéraires d'expédition, les négociations avec les familles rivales. Chaque mouvement que tu faisais, ils le connaissaient avant même que tu n'aies eu le temps de le finaliser. C'est ainsi qu'ils ont pu éviter tes coups. Voilà pourquoi leurs opérations semblaient toujours avoir un temps d'avance. Et l'argent? Combien t'ont-ils versé? 1/4 million sur 14 mois. Plus des promesses de territoire après leur prise de contrôle. Une place à leur table. Frankie se servit un autre whisky. Plus que ce que tu ne m'as jamais offert, cousin. J'ai fait le vrai travail pendant que tu récoltais la gloire. Le neveu préféré de ton père, l'héritier désigné. Où cela m'a-t-il mené? Vivant, répondit Lorenzo simplement. C'est là que cela t'a mené, et tu l'as gâché. Le silence se fit dans la pièce. Clara observa le visage de Lorenzo, y voyant le conflit entre la loyauté familiale et un pragmatisme glacial. Elle se demanda lequel allait l'emporter. Tony, dit finalement Lorenzo,
Emmène Frankie à l'entrepôt de Division Street, garde-le là-bas, jusqu'à ce que je décide de ce que je vais faire de lui. » Alors que les hommes de Tony s'apprêtaient à escorter Frankie, le cousin de Lorenzo se retourna une dernière fois. « Tu sais ce que tu dois faire, Lorenzo. Famille ou non, je suis un traître. Tes hommes attendront la justice. Ne me dicte pas ma conduite, Frankie. Tu as perdu ce droit en me vendant. » Après leur départ, Clara trouva Lorenzo près de la fenêtre, fixant le vide. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. « Mon cousin, le sang de mon père. » Je lui faisais confiance en tout. La voix de Lorenzo sonnait creuse. « Il a placé des micros chez moi, vendu mes secrets. Il m'aurait fait tuer ou emprisonner si ce n'était pas pour toi. Que vas-tu faire de lui ?» Lorenzo ne répondit pas directement. Ray Hodgkins, l'électricien, Tony l'a déjà interpellé. Il coopère pleinement, terrifié à l'idée d'être accusé de complicité. Eddie Garcia, le spécialiste des télécommunications, est introuvable. Nous le trouverons, et chaque autre entrepreneur, livreur ou employé de service ayant eu accès à ma maison au cours de la dernière année est à nouveau vérifié. S'ils ont ne serait-ce que regardé du côté des Russes, ils sont finis. Et Frankie, Lorenzo se tourna vers elle. Les anciennes règles disent que la trahison familiale est passible de mort. Mon père l'aurait tué sans hésitation. Il marqua une pause. Mais je ne suis pas mon père. Je vais devoir réfléchir à ce que la justice représente ici. Clara comprit ce qu'il ne disait pas. Que faire preuve de miséricorde pourrait être perçu comme une faiblesse. Mais tuer un membre de la famille risquerait de lui coûter quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Le registre de l'appartement, poursuivit Lorenzo, changeant de sujet, contient les noms de tous ceux qui ont acheté des informations au Volov. 17 acheteurs différents, des familles rivales, des fonctionnaires corrompus, et même quelques journalistes. Marcus est en train de les retrouver tous. D'ici demain, nous saurons qui a utilisé les renseignements russes contre nous. Que feras-tu de ces informations ? Un sourire froid traversa le visage de Lorenzo. Cela dépendra de qui ils sont et de ce qu'ils savent. Certains paieront pour leur déloyauté. D'autres pourraient devenir des alliés utiles si on les motive correctement. Son téléphone vibra. Il le vérifia, puis montra l'écran à Clara. C'était une alerte d'information. Raid massif du FBI contre un réseau de crime organisé. 38. Arrestation au dock de Chicago. C'est déjà aux informations, dit Lorenzo. Au matin, tout le monde à Chicago saura que l'opération VCAV est terminée. Et le mieux, c'est que le FBI qualifie cela d'enquête interagence réussie avec l'aide d'informateurs confidentiels. Mon nom n'apparaît nulle part. Clara sentit le poids de tout ce qui s'était passé. Le murmure qui avait tout déclenché, les micros, la contre-surveillance, le piège élaboré. Il y a une semaine, elle n'était qu'une femme de ménage essayant de payer son loyer. Maintenant, elle se tenait dans la maison d'un traître à 4 heures du matin, observant un chef de la mafia consolider son pouvoir par une tromperie calculée. « Tu devrais rentrer chez toi, » dit Lorenzo. « Repose-toi, c'est terminé pour toi. » Mais Clara savait que ce n'était pas vrai. Elle avait trop vu, en savait trop. Elle faisait désormais partie du monde de Lorenzo, qu'elle le veuille ou non. « Est-ce vraiment terminé ?» demanda-t-elle. Lorenzo la regarda avec une sorte de respect. « La guerre avec les Russes. Oui, mais il y aura toujours un autre combat. C'est le milieu dans lequel nous sommes. Tu es sous ma protection maintenant, Clara. Pour la vie. Ce n'est pas négociable. » Son ton s'adoucit légèrement. « Mais cela signifie aussi des opportunités si tu en veux. Tu as prouvé que tu es intelligente, loyale et courageuse. Ces qualités sont rares. » Clara pensa à son petit appartement, aux factures médicales de sa mère, aux avertissements de son frère décédé concernant la vie qu'il avait choisie. Elle pensa à la façon dont un avertissement chuchoté avait tout changé. « Laisse-moi y réfléchir, » dit-elle finalement. Lorenzo hocha la tête. « C'est juste. Maintenant, allons te ramener chez toi. » La purge débuta à l'aube. Clara arriva au manoir à 6 heures du matin pour y trouver la moitié du personnel disparu. Maria, la gouvernante en chef qui avait travaillé pour les DeLuca pendant 15 ans, emballait ses affaires dans des cartons, les larmes coulant sur son visage. Deux des hommes de sécurité de Tony se tenaient du près de la porte, veillant à ce qu'elle ne prenne rien qui ne lui appartienne pas. « Je n'ai rien fait de mal. » Maria sanglota au passage de Clara. « J'ai toujours été loyale. Je n'ai jamais... »« Ton neveu travaille pour les Volov, » déclara Tony d'un ton sec. « Tu n'as pas divulgué cette relation lors de ton embauche. C'est une faille de sécurité. C'est juste un gamin. Il fait des courses pour eux. Rien de grave. Ce n'est pas notre problème. C'est fini. Dehors. » Clara continua son chemin, l'estomac noué.
Maria avait toujours été gentille avec elle, lui enseignant quelle pièce Lorenzo préférait nettoyer en premier, quel verre utiliser pour quelle boisson. Maintenant, elle était effacée de l'opération Duca comme si elle n'avait jamais existé. Dans la cuisine, le chef était également parti, remplacé par une femme que Clara ne reconnaissait pas, une femme à l'air sévère déjà en train de préparer le petit déjeuner avec une précision militaire. 2 des jardiniers vidaient leur remise à outils sous le regard vigilant de Tony. Clara trouva Lorenzo dans son bureau, examinant les dossiers du personnel avec Marco, le comptable. Le bureau était couvert de chemises, chacune représentant quelqu'un dont la loyauté était remise en question, le service d'aménagement paysager. Il s'occupe d'un gang de nos terrains depuis 3 ans, racontait Marco. Mais leur entreprise a travaillé au domaine de Volov à Brighton Beach l'été dernier. C'est trop proche pour être confortable. Remplacez-les, dit Lorenzo sans hésitation. Demandez des recommandations à la famille Marchetti. Ils ont des gens. Qu'en est-il de Sal Benedetto? Il conduit pour nous depuis... Son beau-frère est Eddie Garcia, le technicien en télécommunications, qui a posé la mise sur écoute. La voix de Lorenzo était glaciale. Sal prétend qu'il ne savait pas, mais je ne crois pas aux coïncidences. Il est dehors. Marco prit une note. Cela fait 18 personnes jusqu'à présent, patron. Nous allons manquer de personnel. Ensuite, embaucher du nouveau personnel. Mieux vaut être en sous-effectif que compromis. Lorenzo leva les yeux et vit Clara. Laissez-nous une minute, Marco. Après le départ du comptable, Lorenzo fit signe à Clara de s'asseoir. Il semblait épuisé, des cernes sous les yeux. Elle doutait qu'il ait dormi du tout. Ray Hutchkins, l'électricien, nous a donné une liste de toutes les personnes avec qui il avait travaillé et qui auraient pu être approchées par les Russes, dit Lorenzo. 7 entrepreneurs, 3 services de livraison et 2 consultants en sécurité. Nous les vérifions tous. Ceux qui ne peuvent pas être dédouanés sont licenciés. Il y a beaucoup de monde, dit Clara doucement. Il faut le faire. Les Volov ont infiltré mon opération à tous les niveaux. Ils savaient des choses qu'ils n'auraient pas dû savoir, non seulement grâce au rapport de Frankie, mais aussi grâce à des personnes qui voyaient des choses, entendaient des choses, et étaient payées pour les partager. Il sortit une liste. Marcus a trouvé des registres de paiement. 12 personnes, sur ma liste de paie, ont pris de l'argent aux Russes à un moment donné au cours de l'année dernière. Certains ne savaient même pas qu'ils travaillaient pour eux. Ils pensaient dès qu'il s'agissait d'espionnage industriel, de collecte d'informations concurrentielles. Peu importe. Ils sont partis. Et ceux qui refusent? Demanda Clara. Ceux que les Russes ont approchés mais qui ont dit non. L'expression de Lorenzo s'adoucit légèrement. Ce sont ceux que je garde et que je récompense. La loyauté face à la tentation est rare. Il marqua une pause. Comme toi, ils t'ont offert 5 000 $ et ont menacé ta mère, et tu as quand même refusé. Ce genre d'intégrité ne s'achète pas. Au cours des 3 jours suivants, Clara observa la transformation de l'opération Duca se dérouler avec une efficacité discrète. Ce n'était pas spectaculaire. Pas de violence, pas de corps, pas de spectacle public. Des gens ont simplement disparu de l'organisation, remplacés par de nouveaux visages qui avaient été minutieusement vérifiés. Le système de sécurité a été entièrement révisé. L'équipe de Marcus a balayé chaque pièce, chaque véhicule, chaque ligne téléphonique, installant de nouvelles communications cryptées et des équipements de détection avancés. Le personnel du manoir était tenu de passer par des détecteurs de métaux et des fouilles aléatoires. De nouveaux protocoles exigèrent des codes d'autorisation pour l'accès aux zones sensibles. Tony a mis en œuvre une politique du besoin d'en savoir. Les informations ont été compartimentées, afin qu'aucune personne, à l'exception de Lorenzo, ne connaisse l'image complète d'une opération. Les lieux de réunion changèrent de manière aléatoire. Des mots de code remplaçaient les noms dans les conversations téléphoniques. Les fournisseurs ont également changé. Le distributeur d'alcool, qui avait desservi le manoir pendant une décennie, a été remplacé lorsque les vérifications des antécédents ont révélé que son chef d'entrepôt avait fait de la prison avec un associé connu des Volov. Le fournisseur de produits frais a été remplacé. Même l'entreprise qui entretenait les voitures de Lorenzo a été changée pour une autre sans aucune connexion russe. Clara entendit par le reste du personnel que 3 des soldats de Lorenzo avaient été rétrogradés ou réaffectés. Ils n'avaient rien fait d'ouvertement déloyal, mais ils avaient été imprudents, parlant trop librement en public, se présentant aux réunions à des heures prévisibles, créant des schémas que les Russes pouvaient exploiter. L'insouciance n'était qu'une trahison lente, déclara Tony à son équipe de sécurité lors d'un briefing que Clara entendit fortuitement.
Si vous ne respectez pas les protocoles, vous ne pouvez pas travailler ici. Aucune exception. Le 4e jour, alors que Clara nettoyait la bibliothèque du 2e étage, elle surprit Lorenzo au téléphone dans son bureau. Non, les entrepreneurs ne parleront pas. Ils n'en savent pas assez pour que cela compte, et ils ont plus peur de la prison que de toute autre chose. Une pause. Frankie, on s'en occupe. Les affaires de famille restent en famille. Une autre pause. Oui, je suis sûr que l'organisation est le plus propre maintenant qu'elle ne l'a été depuis des années. Le réseau Vulov est détruit, et tous ceux qui nous ont compromis sont partis. Nous repartons à zéro. Cet après-midi-là, Clara croisa Polly Marchetti dans le couloir. Le bras droit de Lorenzo semblait plus âgé, plus grave, d'une certaine manière. « Le chef m'a dit ce que tu as fait, » murmura Polly. « Il m'a raconté comment tu as entendu le micro, comment tu l'as prévenu. Ça, ma petite, ça demandait du cran. »« J'ai juste fait ce qui me semblait juste, » répondit Clara. « La plupart des gens ne le font pas. La plupart des gens détournent le regard, gardent la tête baissée, se protègent d'abord. » L'expression de Polly était respectueuse. « Tu l'as protégé en premier, ça compte. » Alors qu'il s'éloignait, Clara réalisa que la dynamique de l'organisation avait totalement changé. Avant, elle était invisible. La femme de ménage, un meuble, la personne que personne ne remarquait. Désormais, des gens la saluaient dans les couloirs. Des hommes comme Polly et Tony la traitaient avec respect. Même le langage corporel de Lorenzo avait évolué à son égard. Il lui parlait directement, sollicitait ses observations, faisait confiance à sa présence dans les moments délicats. Ce soir-là, alors que Clara s'apprêtait à partir, Tony l'arrêta à la porte. « Le chef veut te voir demain matin à 9h pile dans son bureau, mais quelque chose de chic. » Il vit son expression confuse et esquissa un léger sourire. « C'est une bonne nouvelle, Clara. Fais-moi confiance. » Cette nuit-là, allongée dans son petit appartement, avec Joey Batts en faction dehors comme toujours, Clara repensa à tout ce qui avait changé. Un murmure d'avertissement avait révélé un traître, détruit une organisation rivale et purgé la corruption de l'empire de Lorenzo. Mais cela avait aussi coûté leur emploi à des gens, leur gagne-pain. Maria était partie, S était partie, une douzaine d'autres étaient repartis, leurs familles touchées par des décisions prises au nom de la sécurité. Cela en valait-il la peine? Clara ne savait pas. Dans le monde de Lorenzo, la loyauté était tout, et la trahison était impardonnable. Il n'y avait pas de juste milieu, pas de place pour les erreurs ou les liens innocents. Elle avait sauvé la vie de Lorenzo, mais elle l'avait aussi aidé à consolider son pouvoir d'une manière qui le rendait plus dangereux que jamais. Demain, elle découvrirait ce que cela signifiait pour son avenir. 3 semaines plus tard, Clara se retrouva de nouveau dans le bureau de Lorenzo, polissant la même table en acajou où tout avait commencé. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres, faisant briller le grain du bois. Le panneau mural où le micro avait été dissimulé était maintenant fraîchement peint, la moulure remplacée. Aucune trace de ce qui avait été là ne subsistait. Le manoir semblait différent maintenant, plus propre d'une certaine manière, bien que cela n'eût rien à voir avec son travail. Le nouveau personnel se déplaçait avec une efficacité professionnelle. La sécurité était renforcée. Il n'y avait plus de rumeurs murmurées ou de regards nerveux. L'organisation de Lorenzo avait été purgée de sa pourriture, et ce qui en restait était plus fort, plus efficace, plus discipliné. Clara entendit des pas et leva les yeux pour voir Lorenzo entrer. Il portait un costume anthracite, impeccable et parfaitement ajusté, mais son expression était plus douce que d'habitude. « Laisse cela un instant, » dit-il. « Assieds-toi, Clara. » Elle posa le chiffon de polissage et prit la chaise en face de son bureau, la même où elle s'était assise au début de toute cette histoire. Son cœur battait plus vite, se souvenant des mots de Tony à propos de s'habiller chic. Elle avait opté pour une simple robe bleu marine, la plus belle qu'elle possédait. Lorenzo s'assit sur le bord de son bureau plutôt que derrière, rendant le moment moins formel, plus personnel. « Un seul mot a tout changé, » dit-il doucement. « Quand tu as murmuré « tais-toi » à mon oreille cette nuit-là, tu m'as sauvé la vie. Tu as démasqué un traître, détruit mes ennemis et m'as aidé à reconstruire cette organisation pour en faire quelque chose de meilleur. Comprends-tu ce que cela signifie? »« J'ai juste fait ce qui me semblait juste, » dit Clara. « La plupart des gens ne le font pas. La plupart des gens entendent quelque chose de mal et se convainquent que ce n'est pas leur problème. » Lorenzo tira un dossier de son tiroir de bureau. « J'ai réfléchi à ce que j'allais faire de toi, Clara Reyes. Tu n'es plus seulement une femme de ménage, nous le savons tous les deux, mais tu n'es pas non plus une soldate, pas une brute, pas quelqu'un qui appartient au côté violent de mes affaires. » La bouche de Clara était sèche. « Qu'est-ce que vous voulez dire? » « Je dis que tu as le choix. » Il ouvrit le dossier, révélant des documents. «
Option 1. Je te donne 6 mois d'indemnité de départ, 50 000 $ et d'excellentes références pour n'importe quel emploi légitime que tu désires. Tu t'éloignes de tout ça. Tu repars à zéro ailleurs. Je veillerai à ce que toi et ta mère restiez protégés pendant les 5 prochaines années, juste pour être sûr. Tu ne me dois rien, Clara. Tu as déjà payé toute dette. Clara fixa les papiers. 50 000 $, un nouveau départ, une vie normale. Quelle était l'option 2 demanda-t-elle. L'expression de Lorenzo était indéchiffrable. L'option 2 est que tu restes, pas comme femme de ménage, mais comme quelque chose de plus important. Ma gouvernante et mon assistante personnelle. Tu coordonneras le personnel, géreras les opérations ménagères, seras présente à certaines réunions pour observer et conseiller. Tu feras partie de mon cercle intime, avec la rémunération, la protection et le respect qui l'accompagnent. Pourquoi moi? Parce que tu vois des choses que les autres ne perçoivent pas. Parce que tu es assez intelligente pour savoir quand parler et quand garder le silence. Parce que dans un monde où tout le monde me demande quelque chose, toi, tu voulais juste faire ce qui était juste. Il marqua une pause. Je te fais confiance, Clara. C'est rare pour moi maintenant. Clara pensa à son appartement exigu, aux factures médicales de sa mère, à la lutte constante pour payer son loyer. Elle pensa à son frère, qui avait choisi le mauvais camp et l'avait payé de sa vie. Elle pensa à Maria pleurant alors qu'on l'escortait dehors et au visage amer de Frankie quand il avait avoué sa trahison. « Qu'est-il arrivé à Frankie » demanda-t-elle soudain. La mâchoire de Lorenzo se serra. Il est vivant, exilé en Floride avec une allocation mensuelle, assez pour vivre, pas assez pour compter. Il ne pourra jamais revenir à Chicago, ne jamais contacter personne dans l'organisation. S'il enfreint ses règles, l'accord est rompu. Il croisa son regard. Je ne pouvais pas tuer un membre de ma famille, quoi qu'il ait fait. Mais je ne pouvais pas non plus le garder près de moi. Alors, il devra vivre avec ce qu'il a fait, seul, pour le reste de sa vie. C'était une grâce, réalisa Clara, mais aussi une punition. Être coupé de tout et de tous ceux qu'il avait connus, vivant de la charité du cousin qu'il avait trahi. Si je reste, dit Clara avec précaution, je ne deviens pas une criminelle, je n'aiderai à rien d'illégal. Je ne te le demanderai pas. Ta valeur réside précisément dans ce que tu es, honnête, observatrice, morale. J'ai beaucoup de gens qui feront des choses illégales. J'ai besoin de quelqu'un qui me dira quand je franchis des limites que je ne devrais pas franchir. Lorenzo sourit légèrement. Considérez-vous comme une conscience à louer. Clara regarda autour d'elle dans le bureau, les livres qui recouvraient dans les murs, les œuvres d'art qui coûtaient probablement plus qu'elle n'en gagnerait en une vie, les fenêtres donnant sur des jardins qui nécessitaient un personnel complet pour les entretenir. C'était un monde différent, dangereux, complexe, moralement ambigu. Mais c'était aussi un monde où ses instincts, ses observations, les leçons de son frère sur le fait de dénoncer l'injustice et de s'exprimer avaient réellement de l'importance. « Je veux que ma mère soit prise en charge », dit-elle. « Une couverture médicale complète, pas seulement pour les urgences. Et je veux la promesse que si je vois quelque chose que je ne peux pas accepter, je pourrai partir sans conséquence. » Entendu. Lorenzo se leva, lui tendant la main. « Bienvenue dans la famille, Clara. » Elle lui serra la main, ressentant le poids de la décision. Elle franchissait une ligne, entrant dans une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais peut-être qu'un murmure d'avertissement avait été bien plus que cela. Non seulement une manière de sauver la vie de Lorenzo, mais une porte vers quelque chose d'entièrement nouveau. « Encore une chose, » dit Lorenzo, attrapant quelque chose dans son tiroir. Il sortit un petit écrin de velours et le lui tendit. À l'intérieur se trouvait un simple collier en or avec un petit pendentif, une clé. « Dans ma famille, cela symbolise la confiance, » expliqua Lorenzo. « Tu détiens les clés de ma maison, de mes secrets, de ma confiance. Porte-le comme un rappel que tu as ta place ici, maintenant. » Clara l'accrocha à son cou, sentant le poids du pendentif contre sa poitrine. En quittant le bureau ce matin-là, non plus femme de ménage, non plus invisible, mais quelque chose de nouveau et d'indéfini, elle croisa son reflet dans le miroir du couloir. La femme qui la regardait était différente de celle qui était arrivée à ce manoir 3 mois plus tôt. Cette femme-là survivait, invisible, gardant la tête basse. Cette femme avait du pouvoir, du respect et un but. Elle ne l'avait jamais cherché, jamais voulu. Mais un murmure d'avertissement dans l'obscurité avait bouleversé l'équilibre de toute une guerre de pouvoir. Et maintenant, elle se trouvait au centre de tout. Clara toucha le pendentif en forme de clé à son cou et sourit. Parfois, les voix les plus discrètes changent tout. Fin.